Un, deux. Un, deux. Ça fait mamie. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Ouais. J'aime bien le rideau qui est derrière toi. Ça me rappelle ma grand-mère. Espèce d'enfoiré. Alors, comment ça va? Bah écoute, ça va. Putain, ça démarre fort. On l'a refait. Donc comme ça, t'es devin. Devin? Ouais. Ah oui? Avec ton petit Ah oui. article dans l'IB, là. Oui, disons que des fois, quand on est dans les technologies, on arrive à imaginer. Alors on se trompe souvent parce que les technologies vont tellement vite que notre cerveau n'arrive pas à suivre. Mais parfois, on anticipe des... Et je pense que c'est d'ailleurs le rôle des artistes, plus que des développeurs, des artistes, d'anticiper ce que pourra devenir. Et là, en l'occurrence, c'était l'utilisation d'Internet à des fins politiques, et notamment des formes de jeux dont j'ai été l'un des pionniers en Europe, qui s'appelle les Alternate Reality Games, les ARG, pour les spécialistes. Donc peut-être qu'il faudrait expliquer ce que c'est. Ouais. Carrément, il faudrait expliquer ce que c'est les ARG, mais donc t'écrivais un papier en disant, bon voilà, moi je travaille sur Internet, toi t'es game designer, t'as créé un certain nombre de jeux dont on parlera tout à l'heure, et une de tes spécialités, c'est d'avoir créé ce qu'on appelle donc des ARG, Alternate Reality Games, c'est-à-dire des dispositifs qui vont mélanger la réalité du monde à une expérience de jeu, quoi. Une trame de jeu qui va faire des allers-retours entre la fiction et la réalité, c'est ça? C'est ça. En fait, habituellement dans un jeu, on rentre dans un univers virtuel à travers la forme d'un avatar, un personnage comme Super Mario ou d'autres. Et donc, en revanche, dans les ARG, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est le jeu qui vient dans notre réalité en utilisant les outils qu'on a, pour jouer, en utilisant les outils qu'on utilise dans la vie aujourd'hui quotidienne, et à l'époque déjà l'email, les SMS, tous les sites, les blogs, les forums, etc. Tous ces outils sont au service d'une fiction qui se présente en fait comme si c'était une histoire réelle. Donc c'est des jeux dans lesquels on va jouer son propre rôle finalement. On est appelé souvent à l'aide pour résoudre une énigme, pour avancer dans une enquête. Et on va participer en tant que, non pas joueur, en tant qu'individu, mais aussi joueur, à cette enquête. Et on va aller sur des sites qui peuvent être des vrais sites, mais aussi des sites complètement fictifs. C'est l'ancêtre des fake news aussi, quelque part, ce que je disais hier dans mon article, puisque j'avais écrit cet article, je suis retombé dessus en cherchant des infos pour autre chose. J'avais un blog à l'époque qui a duré 5-6 ans sur le site du journal Libération, avec lequel d'ailleurs j'avais collaboré pour le lancement de ce jeu In Memoriam. Et dans ce blog, j'avais effectivement noté que j'avais imaginé que les ARG pourraient servir un jour à des forces politiques. C'est-à-dire que ça a un tel pouvoir d'engagement des gens, en surfant, alors évidemment, sur des théories conspirationnistes, etc., que j'avais vu à quel point on pouvait créer
une communauté grâce à ça. C'est-à-dire que moi, j'étais devenu quasiment un moment gourou, le gourou d'une communauté. Ah ouais, j'étais vraiment... j'aurais pu organiser un rendez-vous au bord de la Marne, de la Marne, parce qu'à l'époque, j'habitais en région parisienne. À 2h du matin, j'avais au moins 200 personnes qui venaient. Hein. Ça, c'est évident. Et donc, j'avais vu la force que pouvaient avoir ces mécaniques de jeu qui mélangeaient la réalité et la fiction. Et je m'étais dit, il est inéluctable qu'un jour, des partis politiques s'emparent de ces outils. Et c'est arrivé récemment, même s'il y a eu une utilisation un peu partielle depuis donc qu'est sorti ce jeu, c'est-à-dire en 2003. Quand j'écris l'article, le jeu est sorti il y a 4 ans, donc c'était en 2007. Et finalement, récemment, en étudiant un peu le phénomène Q aux États-Unis, les QAnon, hein, ces groupes de conspirationnistes qui se fédèrent à travers les réseaux sociaux et Internet, j'ai découvert comment ils s'étaient emparés de ces mécaniques de jeu que j'avais imaginées il y a presque 20 ans, et comment ils s'en servaient justement pour faire monter des phénomènes de conspirationnistes, de faits plus ou moins réels, en mélangeant des faits réels et des faits fictifs, etc., en jouant sur la peur, en jouant sur le mystère, en jouant sur tous ces leviers tu veux dire qu'il y a une sorte de quête dans QAnon qui ressemble énormément à une quête de jeux vidéo, qui est la quête d'un réseau pédophile international qui serait grosso... C'est ça, hein, plus ou moins, je crois que QAnon, déjà, Q, c'est un personnage, personne ne le connaît. C'est ça aussi la force, c'est une espèce de gourou, de personnage. On ne sait pas si c'est un groupe, si c'est un individu, si c'est plusieurs personnes, si c'est aussi une puissance étrangère. Il y a aussi ce risque qui n'est pas négligeable. Est-ce que c'est piloté par la Chine, par un autre pays? On n'en sait rien. QAnon, on ne connaît pas beaucoup en France, en fait, ce truc-là. On a entendu parler un petit peu. Mais c'est un phénomène de société aux États-Unis. C'est un truc de dingue. Complètement. Qui a pris une importance énorme dans la campagne Trump-Biden. Et c'est des millions de personnes. Hein. C'est pas un truc avec pingouins, quoi. À l'échelle des États-Unis, c'est toujours ça. C'est la force des États-Unis, quelque part. C'est que un petit truc peut devenir énorme parce que c'est un pays qui a des millions d'habitants, de chelous aussi. Bon, il y en a un peu partout, en Europe aussi, mais là-bas, ça prend tout de suite des proportions énormes parce que quand on sort un jeu aux États-Unis, je me souviens à l'époque, ça a une force beaucoup plus importante que quand on sort un jeu simplement en France, c'est évident, quoi. Voilà, et donc ça a pris effectivement des proportions telles qu'à un moment, on a demandé à Trump dans une interview quelles étaient ses relations avec ce groupe, est-ce qu'il le revendiquait, et évidemment il a pas comment dire, là aussi ça s'est fait sous forme d'ambiguïté qui entretiennent à nouveau le truc, c'est-à-dire qu'il fait des gestes comme un geste la lettre Q. Ah bon? Oui, il fait en gros, et donc les mecs vont après analyser le film image par image, puis ils vont montrer que, vous voyez, il fait un geste, ça devient presque un truc ésotérique. Il dit non, je suis pas dans le truc, mais il fait des gestes qui laissent entendre qu'il est dans le truc. Ouais, il dit quand on lui dit est-ce que vous soutenez, enfin ce groupe qui vous soutient, est-ce que vous en quelque sorte vous revendiquez, vous admettez ce soutien? Il dit moi je peux pas exclure les gens puisque les gens qui me soutiennent sont tous de bonne volonté et évidemment je vais pas aller contre eux. Et puis je crois qu'à un moment dans une interview, enfin c'était un documentaire un reportage qui est passé il y a pas longtemps à la télé, et on le voit faire une sorte de geste, mais est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est codé? Tout ça, mais tout ça sert. Mais ça rentre dans la mythologie. Voilà, truc, exactement. Et pour moi, QAnon, c'est un vaste ARG, quelque part, dont les gens, cette fois, en revanche, quand ils le suivent... Tu crois que parce qu'il y a forcément des gens qui ont un rôle de leader dans QAnon. Ouais, des maîtres, on appelle ça des maîtres du jeu dans un ARG, un maître du jeu dans les jeux de rôle, etc. Ils l'ont pensé comme ça? Ah ouais, complètement. Ils l'ont pensé vraiment comme ça, parce qu'il y a tout... Tu vois, en tant que game designer, tu vois la patte d'un professionnel qui a structuré le truc. Ouais, il y
Ouais, il y a des. Alors, je suis pas allé regarder vraiment en détail. Encore une fois, j'ai vu quelques infos qui sont sorties à travers des documentaires ou des reportages télé, notamment. Mais il y a vraiment des textes assez chelous. Il faut décrypter des messages. Enfin, c'est des ressorts qu'on a dans les ARG. Et où justement, dans les Mais ARG, est-ce que tu crois que ça s'est fait inconsciemment avec la force collective du réseau, ou est-ce que tu penses qu'il y a une dizaine de mecs qui se sont mis d'accord pour dire voilà comment on va mais bien structurer sûr, l'histoire? puisque au départ, il y a des posts réguliers de Q qui sont diffusés à travers voilà, et donc les gens reçoivent ces posts et ces trucs sont alors il y a des infos effectivement très sorte de relation à enfin des trucs conspirationnistes sur des réseaux pédophiles dans lesquels seraient mouillés des grands hommes politiques, etc. Voilà. Alors le Pizzagate, c'est justement le moment où le jeu dans les ARG, on joue sur Internet. On décrypte des messages, on essaye de s'organiser en groupe. C'est ça aussi qui est très fort. C'est que dans les ARG, on remarque que plus un ARG, quelque part, est complexe, plus la communauté se fédère. Pourquoi ? Parce que les gens disent « Attends, là, il faut que j'appelle mon pote machin, Antoine, qui lui est spécialiste de l'écriture, des écrits, je sais pas moi, des écrits hébreux de tel siècle, etc. Lui, il m'a parlé d'un bouquin. On va peut-être, et puis, etc. Et puis Antoine, après, il va dire « Ah bah moi, je connais un mec qui va nous aider. » Ça crée des effets tu veux dire que d'engagement, comme de le communauté. jeu est compliqué, Voilà. tu es obligé de réfléchir à plusieurs, te poser des questions, etc. Et ça, c'est une expérience collective qui cimente une communauté de manière très forte. Exactement. Et comme ça repose sur le mystère, bah les gens, c'est le premier qui va résoudre le truc, quoi, qui va être aux yeux de la communauté, le mec qui va prendre une sorte de pouvoir, voilà, où chacun peut d'ailleurs avoir des rôles. Il y a des rôles qui se constituent comme dans les jeux de rôle où chacun va avoir une spécialité. Mais du coup, mais c'est énorme ce que tu dis. Ça. Tu dis qu'il y a que c'est vraiment un truc qui a été conçu comme ça. Qu'il y a des traces de conception, que c'est évident. Oui, ça me paraît évident qu'il y a... alors, tu dis ça a commencé par ces postes de Q, donc il y a nécessairement quelqu'un qui a pensé à un dispositif. Oui, alors je ne sais pas s'il a pensé le dispositif global, je pense qu'ils sont un peu en freestyle, c'est-à-dire qu'ils ont balancé des infos, ils ont vu que ça mordait, et puis voilà, et puis c'est comme, moi quand j'ai créé un jeu comme In Memoriam, tout était orchestré à l'avance, etc. Il y a eu à un moment des débordements, des choses qu'on arrivait après à contrôler ou plus ou moins en temps réel. Mais j'avais la fin de l'histoire. Eux, je suis pas sûr qu'ils aient la fin de l'histoire. Et eux, ils sont dans des techniques qu'on utilise beaucoup sur Internet, de tests, itération. Enfin, ils voient ce qui mord, ce qui marche, puis paf, ils s'en servent. Tiens, ça regarde... je pense qu'ils observent la communauté en train de se faire aussi. Je sais pas combien ils sont. Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que je trouve qu'on est dans une drôle de période parce que on a des médias, que ce soit des médias de gauche américains, et évidemment les médias un peu progressistes français qui dénoncent ce truc-là en disant QAnon, machin, etc. Alors ils vont le dénoncer sur le côté moral, ce que je comprends, hein, parce que visiblement les valeurs de ces mecs-là sont quand même pas des valeurs super démocratiques, droits de l'homme, etc. C'est quand même assez raciste, très... Enfin, je sais pas exactement. Je m'avance peut-être, mais en tout cas, ça correspond pas au canon, disons, du progressisme occidental, quoi. Voilà, pour dire ça de manière très très caricaturale. Les médias dénoncent ça, mais qui se pose la question de qui est vraiment derrière ce truc ? Parce que à partir du moment, si tu veux, ou quand tu prends des professionnels comme toi qui vont dire non mais les gars, là il y a un truc. Il y a un pattern, il y a un schéma, il y a un truc. C'est des mecs qui ont pensé à ce truc-là, c'est obligé. Enfin, la façon dont c'est écrit. Donc, ça veut dire qu'il y a des mecs derrière. C'est qui, ces mecs-là ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est quoi leurs intérêts ? À quels intérêts sont-ils liés ? Est-ce que c'est lié à des intérêts chinois, russes, américains, de l'extrême droite américaine, de l'extrême gauche ? J'en sais rien. Enfin, ça peut être le FBI. Et les questions que tu poses, elles intéressent les gens, justement. Et ils surfent là-dessus. Ils surfent sur l'ambiguïté. Comme les médias, ne cherchent, c'est eux. Il y a toute une communauté qui, autour, se crée en disant mais c'est qui QAnon ? Voilà, exactement. Il y a une sorte de... Moi, ça me rappelle quelque part aussi... C'est Inception, ce truc.
Ça me rappelle aussi, pour remonter alors beaucoup plus loin dans le passé, un peu le docteur Mabuse, quoi. Enfin, c'est d'accord. la figure dans l'ombre qui hypnotise les gens. On sait pas voilà, c'est flippant. Il y a un truc flippant et qui fait que aujourd'hui, évidemment aussi, je pense qu'il y a une partie qui leur échappe parce que tu peux pas totalement tout maîtriser. Donc ça part des fois sur Ouais, des dans trucs. des trucs. Le mec qui va dans la pizzeria pour essayer Ouais, de... c'est ça. Il y a un mec qui est venu avec un flingue, je crois, dans une pizzeria. Ouais. Dans Oui, la parce pizzeria. que à un moment, la communauté a démontré qu'il se passait des trucs dans cette pizzeria, des trafics d'enfants, etc. Et le mec, Mais il qui était pas, débarque. qui était pas vrai. Non, c'était complètement des Ils se sont fait un fake film, news, ouais. voilà. Et le mec, il y va Les, avec... les mecs se chauffent sur les réseaux et ils disent. Exactement. Et lui, il dit, je vais passer à l'acte, je vais y aller et puis je vais les flinguer. Et on a évité un drame parce que le mec, il a été arrêté avec Juste il avait à temps, ouais. une arme comme on a aux États-Unis, quoi. Ah, N'importe dans qui les arrive restos, avec ouais, des les trucs. mecs. Et donc, America. voilà. Donc c'est des mécaniques de jeu que moi j'ai imaginées au tout début d'Internet, à la fin des années 90. Comment c'est intéressant de voir comment j'ai eu cette idée en fait. Parce qu'à l'époque... Mais non, mais c'est toi, docteur Mabuse. L'autre, il est là. Il est là, ouais. Donc c'est hyper dangereux, les gars se font Exactement. buter. Non, En mais fait, voilà. Donc, c'était... c'est moi qui ai pensé à ce truc-là. Donc, j'étais dans les années 90, j'étais pélin chez moi. Donc je me disais, voilà, un truc. Non, mais on pourrait faire un mouvement terroriste extrêmement efficace avec cette mécanique. pas du tout. DRG. Mais moi, mon rôle d'artiste, en quelque sorte, T'as une tête de Mabuse. mon rôle d'artiste, c'est de justement... À l'époque, Ouais. il y a beaucoup de gens qui me disaient est-ce que vous n'avez pas peur? Dès que je faisais une conférence, je montrais le jeu. Tu vois, Est-ce que déjà. vous n'avez pas peur? Ben, Voilà. voilà. Et moi, j'ai dit mon rôle, c'est pas d'avoir peur, c'est de montrer qu'il y a des gens qui peuvent s'emparer de ces technologies-là. Oh. Voilà. Bah oui, c'est... Je veux dire, à un moment... Monsieur. Ben non, mais sans me comparer à Kubrick, quand Kubrick a fait Orange Mécanique, Oh. ouais, il y a eu des phénomènes de violence et des gens se revendiquaient, ils avaient le même maquillage et tout après avoir vu le film. Copycat. Ouais. Et on lui a dit, mais vous avez vu Bah ouais, ce ça que vous avez fait, fait ouais. Et il a dit, mais c'est pas moi. oui, moi mon Voilà, rôle, c'était mon rôle, ouais. c'est de créer des œuvres. C'est pas d'avoir un regard moral. Tu vois, tu as un regard moral sur mon travail. Et ça, Ouais, mais moi je à un suis pas moment- sensible si tu veux Ouais. à ce. Non, mais t'es pas tombé sur le bon mec parce que moi je suis pas sensible du tout à est-ce que t'es dans la bonne morale ou pas. Parce que si tu veux, non, mais moi j'ai pas de morale. Oui, mais tu m'as il y a 5 minutes, tu m'as quand même dit. Il y a quand même 5 minutes, tu m'as dit oui, t'étais chez toi, c'est toi qui as créé ce truc diabolique, etc. Donc bon, mais c'est vrai que par exemple, là où j'ai eu des limites, c'est que donc revenons à In Memoriam. In Memoriam, c'est un jeu, qui est sorti début des années 2000. Donc Internet a à peine 10 ans, et puis moi ce qui m'avait fasciné c'était cette capacité à aller à jouer un peu les hackers amateurs en allant explorer, en utilisant aussi le côté voyeur de tous les gens pour aller trouver des infos, chercher, recouper des indices, etc. Mélanger des vrais et des faux sites, avoir un moment des personnages qui vous envoient des emails et même des SMS, jusqu'à un moment où on est en contact donc avec un tueur en série. On enquête sur un tueur en série, et ce tueur en série a créé un jeu. C'est pour ça il est très proche de Q quelque part. Moi c'était pas Q, il s'appelait le Phénix. Et ce Phénix, on ne le voyait pas, on ne savait pas qui il était. Il avait créé un jeu et il nous mettait au défi de résoudre ces énigmes pour éventuellement avoir une chance de retrouver des gens qu'il avait kidnappés. Voilà, c'était totalement pervers. À l'époque, je travaillais la journée sur des jeux pour les enfants et la nuit sur des jeux pour les adultes. Pour tuer des gens. Voilà. Et donc, là où j'ai eu mes propres limites éthiques, déontologiques, c'est de pas faire de meurtre d'enfants. C'est-à-dire c'est une limite qu'on peut remarquer, tout à fait. Voilà, c'est-à-dire je ne me voyais pas, même dans le cercle magique de la fiction. J'ai égorgé des curés, Voilà, j'ai fait plein de trucs terribles dans ce jeu, mais arriver le matin, même
avec du faux sang, etc., à mettre en scène des meurtres d'enfants, c'était pas possible. Donc, en revanche, des curés, Pourquoi des curés? Putain, les pauvres curés. parce que c'était lié à mon histoire, Ah, c'était lié à Giordano Bruno, qui lui, malheureusement, a été victime de certains de ses curés. c'est vrai. Bon, il y a très très C'est longtemps, vrai. mais c'est vrai que Il a brûlé, je crois, c'était, voilà, il a été brûlé parce qu'à l'époque, ses conceptions scientifiques ne correspondaient pas à la vision chrétienne du moment, quoi. Ouais, la vision de la science du moment, si tu veux. Nous, on brûle Oui, plus les oui. scientifiques Non, maintenant, c'est ça. mais on les... Non, elle remettait en cause Non, mais ça, c'est certains un truc... fondements. Oui, oui, non, mais bien sûr, c'était là, évidemment lié à la religion, mais c'est surtout cette incapacité des autorités du moment à considérer une autre voie révolutionnaire. Et donc, les méthodes de l'époque font que les mecs, ils l'ont cramé. Donc, c'est sûr que, bon, on a progressé depuis, heureusement. Mais que ça continue d'une certaine manière dans toutes les sciences. Tu vois, dès qu'il y a un mec qui essaye de remettre en question quelque chose, c'est très compliqué. Et au début, on lui dit, mais qu'est-ce que taré, qu'est-ce que c'est que ces trucs tu vois, même des parcours d'Einstein, de Bohr, complètement. de grands, tu vois, les mecs qui ont inventé la relativité, la mécanique quantique et tout ça. Bon, c'est pas été simple. Bon, ça continue. Ce phénomène-là, il continue. Et ce qui est intéressant avec Giordano Bruno, il y a un livre qui est fabuleux qui s'appelle Giordano Bruno et l'hermétisme, je crois. C'est que ce gars-là, il était à la fois scientifique, mais comme à l'époque, des notions comme l'astrologie, l'astronomie étaient liées, il a été aussi dans des cercles ésotériques, parce que le savoir aussi passait dans ces cercles-là. Et c'est un truc qui m'accompagne depuis très longtemps, c'est que je m'intéresse beaucoup à ces notions-là. Et donc Giordano Bruno est un personnage fabuleux, parce qu'il était dans ces réseaux, à l'époque, je ne sais pas si on pouvait appeler ça des réseaux, mais dans ces mondes souterrains où le savoir circulait d'une manière codée, d'une manière cryptée, etc. Mais ça, c'est une constante, c'est un truc, il faudrait savoir si ça continue, parce qu'il n'y a pas de raison que ça se soit vraiment arrêté. Mais par exemple, quand tu prends Aristote ou Socrate, ou Platon, pardon, même d'autres philosophes, évidemment, Pythagore, etc., tous les grands savants antiques, il y avait toujours dans leur enseignement l'enseignement ésotérique et l'enseignement exotérique. Exotérique qui était à destination un peu d'un public, si tu veux, assez large, etc. Et en parallèle, il y avait aussi un enseignement ésotérique qui était réservé à des initiés. Et on a les œuvres exotériques, mais on n'a pas le contenu des initiations, qui était probablement beaucoup plus complexe que ce qu'il y a dans les œuvres exotériques. Et ça a continué tout au long de l'histoire. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un peu le sens de la franc-maçonnerie, etc. Exactement. De transmission de savoir architectural qui, petit à petit, se transforme en... Et jusqu'à pénétrer même certains réseaux de l'Église elle-même. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu vas à Sienne, devant la cathédrale de Sienne, il y a des figures qui sont typiquement des figures hermétiques qu'on retrouve dans l'alchimie, etc. Donc, voilà. Et donc, je m'étais beaucoup documenté sur ces... Beaucoup avec le livre de Yates, mais j'avais élargi au-delà. Et donc, je me suis rendu compte que ça fascinait les gens, comme ça m'avait fasciné, parce que c'est toujours... mais on retrouve les... Voilà, on est dans Q aussi. C'est vraiment les mêmes... toujours les mêmes, la même rhétorique qui revient. C'est-à-dire, on veut... Il y a un truc qu'on nous cache. Et donc, on veut essayer de comprendre et de décrypter ce qu'on nous cache. Voilà. Une vérité. C'est une mécanique effectivement hyper puissante de mobilisation des gens et de fédération de communautés. D'ailleurs, ça s'est vu au moment où Internet prenait une certaine ampleur. Probablement qu'il n'y aurait pas eu les mêmes interrogations sur le 11 septembre sans Internet. Qu'il y aurait eu d'autres types de théories du complot qui auraient été sorties d'un bouquin, d'un truc comme ça. D'ailleurs, ce qu'avait commencé à faire tout de suite Messant, Thierry Messant à l'époque du 11 septembre. Mais ça a pris des proportions absolument incroyables aux États-Unis, avec Reopen, 9/11, etc. Et avec des milliers et des milliers de gens qui sont mis à analyser des documents, des machins, des trucs, des images, des trucs. Bon, bref. Ça représente une force de travail qui est hallucinante. Oui. Mais avec aujourd'hui, un truc qui est arrivé depuis 30 ans qui s'appelle Internet, qui accélère en fait ces phénomènes
et qui, moi, en tant que créateur de jeux, j'en ai vu la possibilité j'en ai vu le danger quelque part. Parce qu'à un moment, et quand on voit aujourd'hui les documentaires qui sont sortis sur Facebook, où les gars qui ont créé ces outils-là, le GEM de Facebook, etc., viennent devant les caméras et disent « Putain, ça a échappé à notre contrôle quelque part ». Moi, je ne l'ai pas fait pour ça, le bouton GEM. J'ai fait pour que les gens se regroupent, s'aiment, etc. Ça s'appelle GEM. Le problème, c'est que l'algorithme, lui, comme il a dans son ADN le fait de créer du trafic, parce que c'est ça le modèle économique, c'est du clic, eh bien, du coup, le bouton j'aime, il se transforme en je déteste et je m'affronte contre d'autres gens. Donc, ça augmente les clivages. Et quand on voit les documentaires, on se rend compte que finalement, ces outils ont un peu échappé à leurs créateurs. Et même, je dirais que... Ça augmente les clivages aussi parce que l'algorithme, comme par définition, le business model, c'est de vendre des profils d'utilisateurs et de faire des collections avec des millions de profils qui se ressemblent plus ou moins pour leur vendre une bagnole, du coca, j'en sais rien. Pour arriver à faire ça, l'algorithme va aussi enfermer l'internaute dans finalement une bulle de filtre, c'est-à-dire des contenus qui sont les contenus déjà les plus likés dans sa catégorie, celui que lui-même a plus liké, et au fur et à mesure que tu interagis avec Facebook, tu te retrouves avec des contenus qui sont déterminés par ta navigation d'avant et qui sont de plus en plus ciblés et restreints dans un univers de contenu. Et que du coup, ça radicalise beaucoup de positions. C'est-à-dire, si tu te mets à lire des trucs sur le féminisme, le machin, etc., tu te retrouves vite dans des logiques à la Alice Coffin. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, sur tous les sujets. On va privilégier les antagonismes et donc les discours un peu primaires, binaires, au détriment de l'analyse, de la complexité de la pensée, etc. Donc c'est une réalité qu'on vit aujourd'hui, et on se rend compte que notre cerveau n'est plus peut-être capable, parce que l'évolution a été tellement vite que le cerveau humain n'a plus finalement la capacité à s'adapter à cette rapidité. J'ai lu récemment un article sur le doom scrolling, qui est vraiment aussi cette espèce de frénésie qu'on a à aller regarder les infos, etc. Cette espèce de fascination qui fait qu'on est dans une spirale très négative aussi en ce moment, avec le nombre de morts, les épidémies. Doom scrolling, c'est fascination pour la fin des temps. C'est une sorte de on est dans un vortex. C'est vrai qu'on kiffe les trucs les plus gore, une fascination, cette sorte de décapitation, de machin, de trucs. Tous les 3 jours, il y a un truc super gore qui prend le dessus de l'actualité, quoi. Voilà. Et on est tous plus ou moins accros à l'info, tous plus ou moins accros aux réseaux sociaux. Donc, il y a quand même un truc qui, moi, en tant que game designer, me fait beaucoup réfléchir sur... Non, mais il y a un truc qui ne va pas, de toute façon, c'est évident. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des discussions sur les réseaux sociaux. Dès que tu sors de... le dernier truc, moi, qui a super marché sur Facebook, c'est quand j'ai posté un dessin de ma fille de 5 ans, tu vois. Ah bon? Ouais. Ah oui, c'était quoi? C'est un dessin de Suzanne dans mon carnet qu'elle avait fait. Donc j'ouvre le carnet, je tombe dessus avec marqué papa, t'es trop gentil, un machin comme ça. Oui, je l'ai vu. Bon, je fais que je sais pas combien, 50 likes, des machins, des trucs. Bon. Dès que tu vas aller sur un sujet un peu plus compliqué, un peu plus sérieux, soit il se passe rien du tout. C'est-à-dire les gens, tu vois, ils veulent pas trop toucher, tu vois. Je pense que c'est plus que c'est pas que ça les intéresse pas, mais ils veulent pas trop, tu vois, s'engager. Merde, Oui. Si je like ça, qu'est-ce qu'on va dire, bon. Soit tu rentres carrément dans la catégorie de t'as touché une corde sensible chez des gens qui sont dans une logique un peu de militantisme numérique sur tel ou tel sujet, et tu vas te choper une communauté de véganes qui va commencer à t'allumer parce que t'as dit un truc, si tu veux, grosso modo, comme quoi, bon, vegan, ça te pose des questions, je sais pas quoi, bon, bref. Et tu vas te retrouver dans une espèce de bataille numérique de dingue avec des gens qui sont complètement radicalisés sur des trucs où c'est impossible de discuter, mais impossible. Et donc c'est les Raoult et les anti-Raoult, quoi. Ouais, c'est ça, mais exactement. Mais donc ça n'a aucun intérêt. C'est chiant à mourir. C'est toujours des espèces de logique de make a point.
La logique, c'est c'est, voilà, je vais marquer un point. T'as vu ce que j'ai écrit sur le truc? En gros, je gagne la petite bataille de commentaires à la con. Et ça s'arrête là, en réalité. Oui. Et ça, c'est méga chiant. Alors, c'est aussi le sens du rap à chaud, si tu veux. C'est justement d'avoir ce type de conversation qui sortent de simplement cette espèce de petite bataille complètement puérile, complètement con, sur des sujets dont on a besoin de parler, parce que c'est des sujets qui concernent tout le monde, qui sont importants, mais il faut pouvoir créer un espace de conversation pour ça. Quitte à ce que ce soit imparfait, imprécis, un peu con, c'est pas grave. Je veux dire, dans le rap à chaud, à mon avis, on va dire énormément de conneries, mais c'est pas même sur des sujets graves, tu vois. C'est-à-dire, mais ça, c'est pas grave. Justement, il faut pouvoir discuter, y compris des sujets graves, en disant, mais je suis ni un spécialiste, ni un scientifique du truc, ni un machin de ceci, ni un machin de cela. Donc, tout ce que je vais dire n'est absolument pas ni des faits scientifiques, ni des trucs. Simplement, il se trouve que j'ai quand même un avis sur la question. Et c'est un avis qui vaut ce qu'il vaut. Mais, en tout cas, c'est la valeur de cet avis. Elle n'est pas tant dans le contenu de cet avis que dans la conversation qu'elle permet de créer avec quelqu'un qui a un avis soit plus ou moins similaire, mais qui va enrichir cet avis, soit complètement différent, mais qui du coup va l'enrichir avec d'autres angles. Et qu'on est trop dans... Aujourd'hui, une opinion, en fait, doit être presque dogmatique, démontrable, tu vois, basée sur des trucs scientifiques. On dit, ouais, vous n'avez pas lu les études, les machins, les trucs. Ouais, ok, non, mais d'accord, c'est pas la question. Moi, j'ai un avis, j'ai pas lu les 40 études qui parlent du truc. Évidemment, je les ai pas lues. Je suis pas un machin. Mais j'ai quand même un avis. Sur le Covid, j'ai quand même le droit d'avoir un avis, tu vois. Dire, bon, bah, ok, les mecs font ce qu'ils peuvent, c'est méga compliqué. Évidemment, je dis pas que si j'étais Macron, je ferais 10 fois mieux, c'est pas ça, pas ça du tout le sujet. Simplement, quand les mecs te disent que le masque, ça sert à rien et que 3 mois après, on te dit qu'il faut foutre des masques partout, déjà, il y a un problème. Bien et sûr. ça, tu as le droit de le dire. Bon. Oui. Mais voilà, donc tout ça est compliqué, tout ça est... Oui. Le monde est un peu flippant sur ce que, truc-là, moi je trouve. Et... Parce que ce que je vois, moi, en tant que, encore une fois, game designer, c'est aussi les mécaniques d'engagement et d'addiction que ça crée chez les gens. C'est-à-dire qu'à un moment, moi j'ai envie de dire aux gens, déjà, désactivez vos notifications, parce que ça, c'est des sortes de reward qu'on a dans les jeux, le fait de voir que ma photo a été likée 30 fois, la photo de ta fille 50, etc., etc. Il y a une sorte de perversité de ces process d'engagement qui ont été très bien repris. Explique un peu ça, parce qu'on n'est pas... c'est vrai qu'on on fait pas attention à la finesse et au perfectionnement de l'expérience utilisateur qui est faite par ces géants du numérique. Il faut lire ce fameux bouquin dont on avait déjà parlé, Antoine, que m'a conseillé notre amie Sofiane, qui est passée, je pense, dans ce rap à chaud il y a quelques temps. C'est le bouquin The Game, il s'appelle pas The Game pour rien, de Alessandro Barrico, qui refait depuis donc à peu près 30 ans toute l'histoire d'Internet. Et il montre vraiment preuve à l'appui, enfin, c'est une analyse vraiment fine, avec des cartographies qui sont vachement sympas. Comment Internet s'est emparé finalement, c'est cool quoi. Au début, c'est fait par des gens comme Steve Jobs, enfin pas Internet, mais d'abord il reprend l'historique de la micro-informatique. De Apple. Voilà, c'est cool. Les mecs, ils veulent changer le monde, ils veulent remettre en question les citadelles, etc. Et Internet naît dans ce climat-là, et donc c'est cool aussi. Et puis c'est cool parce que c'est fun. Et donc du coup, il y a comment on utilise finalement ce côté fun pour rendre les gens addicts quelque part. Pourquoi on a accroché à Facebook? Parce que c'est super fun, c'est super simple. Et puis pourquoi on a accroché à Twitter? Pourquoi chacun a créé une expérience utilisateur qui fait que c'est cool quoi. Et voilà, c'est immanquablement, on sait que ça va marcher et que les gens vont être dans des on va beaucoup récompenser l'ego. Et sur moi les ARG, j'ai vu comment le fait de monter dans la pyramide d'une communauté récompensait une part d'ego de chacun d'entre nous. Joueurs, voilà. C'est-à-dire qu'on gagne
on gagne des points, on monte d'un niveau, on est visible aux yeux de la communauté. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est vieux comme le jeu vidéo, c'est le truc des level 1, level 2, etc. Il y avait dans mon équipe à une époque un gars, un développeur brillant qui était, mais par contre très timide, etc. Et j'ai appris quelques mois plus tard, après l'avoir embauché, que c'était une quasi-divinité dans la communauté de World of Warcraft. Ah bon? C'était un type qui était... ouais, voilà. Et ce gars-là, il allait le week-end à des réunions de joueurs. Il avait presque des fans quoi, qui venaient lui demander des autographes. Il y avait ce côté comment je peux briller dans un monde totalement virtuel. Ce que je n'arrive pas à faire peut-être dans ma vie professionnelle ou affective. Ou, voilà, je prends pas son cas en particulier, mais souvent c'est un peu ça. Et donc, et ben là, c'est pareil. Regarde les gamines qui aujourd'hui vont sur TikTok et tout d'un coup, parce qu'elles sont plutôt bien foutues, elles remarquent que tout d'un coup, elles ont des gens qui les suivent, 10 000, 20 000 followers. Non, bien sûr. Et même sans être soi-même producteur de contenu. Moi, j'ai une fille, ma fille aînée qui a presque 13 ans. C'est hallucinant comme elle est addicte à TikTok, c'est un truc de dingue. Et TikTok, c'est... Elle se rend pas compte, elle passe 1h30, mais sincèrement, elle s'est absolument pas rendue compte. The Game, elle est... Voilà, il s'est passé un truc. Et là, tu te rends compte aussi... Tu vois qu'elle a des moments de craving pour truc. Mais chaque génération... Tu sais, elle sent qu'elle souffre de pas y aller. Quoi. Ouais, c'est un truc, t'as vraiment l'impression d'avoir un gamin qui est camé. Exactement. T'as l'impression, moi je fume, j'ai l'impression de la voir... Comme moi, quand il est 21h et que je m'aperçois que j'ai C'est laquelle l'aînée J'ai plus de cigarettes, 21h. C'est laquelle C'est l'aînée, ouais. Elle a quel âge? 12 ans? Elle a 12 ans, elle va avoir 13 ans. Et là, il y a un phénomène que moi, j'ai vu avec mes enfants qui sont plus âgés. C'est tout d'un coup, il y a des générations... Alors au début, c'était des générations, on va dire... La génération, la génération digitale, enfin ceux qui sont nés avec Internet, donc c'était des générations sur 20 ans, 30 ans. Et là, ça se raccourcit. C'est-à-dire qu'en fait, ta fille qui est avec TikTok, elle ringardise déjà les nanas plus âgées qui ont des milliers de followers sur Insta. Et donc, tu as la fille qui a 30 ans. Eux-mêmes ont ridiculisé les mecs qui étaient sur Snap. Tu as aujourd'hui la fille qui a 25 ans ou 30 ans, qui a je ne sais pas combien de centaines de milliers de followers, qui se trouve ringardisée par tout d'un coup des gamines de 15 ans qui arrivent parce qu'elles sont en adéquation avec un outil. Tout à fait. Et donc, moi, je me souviens, ma fille, déjà entre mon fils Elliot, qui a aujourd'hui 24 ans, et ma fille qui a 18 ans, il y avait donc 7 ans d'écart, et il y avait... à l'époque, déjà un changement, c'est-à-dire que ma fille était née avec les réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas de mon fils. Et ma fille, a 12 ans, pareil que la tienne, elle avait découvert Instagram, et tout d'un coup, donc je lui avais dit, fais attention, mets pas des photos perso, je lui avais expliqué qu'elle pouvait avoir que un groupe privé, voilà. Ouais. Et elle me dit ok, super. Puis 3 semaines après, elle me dit tiens, j'ai ouvert mon groupe, j'ai fait un groupe public. Je dis oula, mais tu fais attention. Hein. Et en rigolant, on était à table. Ça, je lui dis mais t'as combien de followers? 40. Et là, elle me regarde, elle me dit bah non, 3000. What? 3000. Et à l'époque, j'avais un projet pour la SNCF. Et truc officiel de la SNCF, ils avaient 800 followers. Et donc, je m'étais dit, mais putain, t'as en fait une gamine qui est là, qui a 12 ans, qui s'est inscrite sur Insta, et au bout de 3 semaines, elle a 3000 followers. Et t'as la SNCF qui s'est inscrite il y a 1 an, qui a 800 followers. Bah voilà, t'as compris le monde dans lequel on vit. Voilà. Et en fait, ma gamine, elle avait compris. Parce que je lui ai dit, mais comment t'as fait? Parce que moi-même, j'étais bluffé. Elle me dit, c'est simple, on est plusieurs à tenir le compte. Donc, quand il y en a une qui part en week-end, c'est l'autre qui relaye, tu vois, c'est le côté temps réel, quoi. Elles avaient compris que c'était un truc qui marchait en temps réel. Il fallait être tout le temps là. Donc, elles se relayaient. Elle faisait des concours. Il y avait une des gamines qui avait son père qui avait des coques d'iPhone. Donc, elle faisait gagner au nombre de likes. Tu me likes, je t'envoie. Voilà, tu vois. Elles avaient compris qu'il fallait liker pour être... Enfin, elles avaient compris, mais de manière totalement intuitive, les mécaniques qu'on enseigne aujourd'hui, après 10 ans, dans les écoles de community management. Ouais. Donc ça, c'est bluffant parce que tu te rends compte que cette génération-là, elle a déjà...
compris ce que son frère il me dit, moi je suis largué, quoi, tu vois. Bah oui, non, mais c'est des codes utilisateurs que tu acquiers en utilisant la Exactement. plateforme et tu vois ce qui marche, t'en déduis voilà, Mmh. les mécaniques Voilà. qui fonctionnent. Ouais. Non, mais c'est... Et effectivement, TikTok, là tu dis, waouh, what the fuck, quoi. Quand tu ouvres ce truc, tu dis, mais c'est... waouh, là, j'ai raté une étape, quoi. Il y a un truc... Et en même temps, c'est souvent, quand on crée des applis ou des jeux, on se rend compte que c'est... Les usages naissent de l'outil, c'est-à-dire que quand tu permets à des gens de danser, de se filmer d'une manière assez ludique et simple, bah, ça part, voilà, ça crée un phénomène. Ouais. Il y a tout le monde a chanté. Tout le monde a chanté en même temps qu'il y avait la musique chez lui, dans sa voiture, dans son truc. Donc si tu as une app où tu peux mettre une musique, ça te fait la voix off et toi tu es en train de chanter, tu as un usage tout de suite, quoi. Ça c'est le génie du truc, mais ça c'était Musically, c'était le truc qu'ils ont racheté. Ouais, après je sais pas exactement comment, je connais pas l'historique de l'appli, mais quand tu permets aussi à des gens de faire des chorégraphies et tu as l'impression qu'ils dansent comme des demi-dieux. Ouais, bien sûr. Parce que t'as attends, ils s'entraînent comme des malades. Ma fille, elle en a fait 2-3 des chorégraphies. Alors déjà, j'en ai supprimé 2 si tu veux, parce que non, mais t'as 12 ans, donc ça t'oublie. Voilà, oui, mais tu pourquoi dis. C'est vrai, c'est tombé. Mais elle s'est entraînée pendant... C'était le confinement, il y avait que ça à foutre, mais c'était pendant au moins 5-6 jours. Toute la journée. Et au bout de 5-6 jours, elle maîtrisait son truc. Ouais, c'est ça. T'imagines l'investissement des utilisateurs dans la parce que plateforme. tu as tes copines. Ouais. La valeur que ça a. Ça. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça vaut plein de fric, ces trucs-là aussi. Parce qu'elle a ses copines qui sont dessus. Donc, c'est un phénomène d'entraînement. Ouais, mais par rapport à une chaîne de télé ou un truc comme ça, les utilisateurs sont ultra engagés. Ouais. Mais moi, je me souviens, ça va faire vieux con, mais à l'époque où il y avait le moment où est sorti le Rubik's Cube, bah, tout le monde était là avec son Rubik's Cube, et c'était à celui qui... Bah, c'est les mêmes phénomènes, sauf qu'aujourd'hui, c'est au niveau du digital. Donc, il faut avoir le nombre de followers, montrer qu'on est... Les yo-yo aussi. On fait des... Putain, j'ai jamais su ça. Ouais, c'est sûr. Et donc, on est dans des phénomènes assez fascinants et un peu flippants quand même. Ah ouais. Bah, à cause de toi, merci. Bravo. Ouais, c'est vrai que je fais partie de cette génération. Non, mais et dans le jeu vidéo, c'est pareil. Il y a aujourd'hui des jeux comme Fortnite, etc., qui, moi, me font très peur. Enfin, une déviance du jeu vidéo aller vers la notion de service, de jeu-service. Donc, on rend les gens accros pour qu'ils s'abonnent. Voilà, et donc, du coup, c'est des... Ça, c'est MMORPG, c'est ça Non, alors les MMORPG, c'est beaucoup plus ancien. Non, aujourd'hui, on crée des espèces de... C'est des jeux gratuits, souvent, et on va faire en sorte que les gens, c'est comme sur les téléphones mobiles, on va faire en sorte que les gens jouent gratuitement, mais tout d'un coup, il y a des mécaniques de jeu qui font... Crush. Ouais, voilà, c'est Candy Crush, voilà. Que t'as pas envie d'attendre 1 heure pour continuer à jouer, que t'as pas envie d'être bloqué à tel niveau, donc tu vas acheter le petit truc qui va te permettre de passer le niveau, etc., etc. Et ces mécaniques sont aujourd'hui mis en place dans des plus gros jeux, non plus des jeux mobiles, mais des jeux, ce qu'on appelle des triple A ou des quadruple A, c'est vraiment des gros jeux ou des grosses productions, qui, donc, comme Fortnite, maintenant ont des millions d'utilisateurs. Et donc, on va les rendre addicts parce qu'il y a un système de récompense. Mais Fortnite, c'est gratos au départ, non? C'est payant? Non, c'est payant, mais il y a une... Mais si tu payes en plus, tu peux upgrader ton voilà, perso. C'est là où... Ce qui était un peu un tabou, en fait, dans le jeu vidéo. Exactement. C'était qu'au début, on se disait, tout le monde... C'était une règle un peu. Il y a une notion d'égalité. Voilà. Si tu affrontes voilà. Si t'affrontes... Après, t'avais toujours quand même des cheat codes, des machins comme ça, quoi. Oui, bien sûr. Mais là où c'est pervers, ça devient un modèle économique à part entière. Ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va récompenser. Enfin, on va permettre à un joueur c'est logique. Qui va mettre beaucoup d'argent d'avoir des pouvoirs démultipliés, quoi. Mais la communauté du jeu vidéo, c'est pas rebellée contre ce truc-là, ce principe? Pas tellement, il n'y a pas eu... Les gens n'ont rien à foutre. Non, parce que encore une fois, c'est fun. Parce que c'est fun. Enfin, je veux dire, Fortnite, ça reste pour beaucoup de gens, même fun. Si t'as... Ouais. C'est un super jeu. Voilà. Donc,
Après, les mécaniques qu'il y a derrière, les gens, certains créateurs, effectivement, moi je connais des game designers qui sont critiques par rapport à ça, mais il y en a d'autres aussi qui travaillent dans l'industrie, qui Non, acceptent mais de et toute façon, après, qui... si tu veux, ça se faisait si sur World of Warcraft, par exemple, tu avais des Chinois qui passaient leur journée à faire des persos Oui, pour des pour monter Américains. les niveaux, ouais, tout à Ouais. fait. Bon, Déjà, donc les bien sûr, mecs, c'est donc pas nouveau, l'éditeur de mais... jeux vidéo, il s'est dit Hmm, pourquoi je vais pas capter ce business. C'est ça surtout, les mecs, ils hmm. se sont dit bon, attends, les mecs ils se font du fric sur notre dos, on va récupérer ce business-là, autant vendre directement les trucs. Oui, moi en tant qu'utilisateur, je trouve qu'il y a effectivement des biais qui sont à dénoncer, mais c'est plus en tant que, comment dire, en tant qu'artiste, si tu veux. Moi, je suis allé dans ce domaine du jeu vidéo en venant de l'art contemporain, donc t'imagines le grand écart. Et en fait, c'est parce que j'ai dit, j'ai découvert à l'époque un art en train de se faire. C'est-à-dire un art en train de se faire, c'est le cinéma au début du XXe siècle, c'est la peinture au début du XVIe siècle, c'est un truc, c'est un moment extraordinaire Hmm. pour quelqu'un qui a envie de s'exprimer dans un domaine, c'est de participer à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que tout est possible. Je veux dire, moi, j'ai des copains qui ont commencé même avant moi, 10 ans avant moi, dans les années, fin des années 80, début des années 90, qui inventaient un nouveau concept de jeu en se réveillant le matin, quoi. C'était parce qu'il n'y avait rien. Donc, ils étaient dans un désert et ils construisaient une nouvelle maison, un nouveau truc, parce que tout était à faire. Et donc, imaginer faire partie de ce moment-là et effectivement, comme j'ai pu le faire, être l'un des premiers à créer un ARG dans le monde, voilà, c'est un moment qui est rare dans une vie d'artiste. Et donc, j'ai pris ce média avec l'idée que justement, je serais au début d'un art en train de se faire. Je suis vraiment persuadé que c'est un art à part entière. Les catégories, après, tout ça, c'est bidon, c'est un art. Voilà, il y a pas de doute là-dessus. Ouais, au même titre que le 7e art, que le Oui, cinéma. c'est même c'est l'art le de sens là notre que tu veux dire, époque, ouais. c'est le jeu vidéo aujourd'hui. Le cinéma a encore, il y a encore, heureusement, un art n'a jamais remplacé un autre. Il y a toujours eu, Oui, le cinéma n'a voilà, pas fait disparaître le théâtre. Ouais. le, Mais après, tu as des arts plus ou moins populaires, quoi. C'est-à-dire, voilà. Tu as toujours une période dans un art où effectivement, le cinéma d'auteur des années 40-50, c'est Hitchcock, et c'est Hitchcock par exemple, c'est Howard Hawks, ces gens-là, et en même temps, c'est des gens qui font des millions d'entrées en salle, c'est pas des petits films d'auteur, et pourtant, c'est des grands artistes. Donc il y a toujours une conjonction dans un art entre le fait de créer cet art et le fait d'être très populaire. Et donc c'est pareil dans le jeu vidéo, et donc et on en est qu'au début. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que je suis venu dans ce domaine-là avec l'idée que on pourrait avoir des artistes, et il y a de plus en plus quand même de jeunes qui créent des jeux indépendants qui sont quasiment des petites œuvres d'art. Mais en face de ça, il y a des phénomènes, encore une fois, de jeux conçus comme des services qui n'ont plus rien à voir avec ce que j'estime être une forme d'art qui correspond à la vision d'un artiste. C'est juste, on veut faire du business, quoi. Enfin, quand on voit aujourd'hui des boîtes qui travaillent dans les jeux mobiles, les mecs sont pas, ils en ont rien à foutre de faire un truc artistique. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du clic. Voilà. Mais c'est très louable. Hein. Ils ont un job, ils sont là, mais ça, c'est mais ils valable, n'ont pas la si tu même veux, dans vocation. tous les arts, hein, le nombre de films de merde qui servent à rien, Voilà. qui étaient là pour faire des entrées. Bon, il y en a eu plein. Bon, après, des bouquins, pareil, des peintures, pareil. Enfin, ça, c'est un classique. Mais non, mais ce que tu dis, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que le cinéma, il va t'influencer dans ta vie, il va t'influencer culturellement, il va t'influencer et te prendre ton temps pendant que tu es au cinéma. Là, ce qui est plus compliqué avec les technologies numériques, c'est qu'elles sont complètement invasives. Et que du coup, tu es dans plein de petits jeux, en réalité, sur toutes tes apps, tous tes machins, tous tes trucs. C'est comme si tu étais dans plein de petits jeux et que ces jeux interagissent avec toi du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu te couches. C'est ça.
Ouais. Parfois, même certains, ça les réveille la nuit. Oui, jeux ou appli, tu parlais de TikTok avec ta fille. Ouais, mais bien sûr, je mets tout ça dans le même sac, c'est-à-dire c'est pas... Plein de gens sont addicts à Facebook, Ouais, exactement. Instagram, etc. Ouais. Même aux emails, quasiment. Enfin, tu vois, tu as aussi ton boulot qui est chez toi de 6h du matin à 23h. Bah, encore une fois, dans le documentaire sur Facebook, là, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, le dernier qui est sorti. Social Dilemma. Voilà, Social Dilemma. Je crois qu'il y en a un qui dit bah, moi je me réveille le matin et il faut que je check mes mails. Quoi. Ouais. C'est une sorte de. Sinon, je suis angoissé, etc. Quoi. Ça, c'est hyper fréquent. Hein. T'as plein de boulot où effectivement les mails, même quand on était à The Camp et que c'était les gros pics, moi je me souviens, les mails je les traitais à 6h du matin ou à 23h hein, souvent. Hein. Donc dans le jeu vidéo, on a on a un mot qui revient souvent mais qui est pas uniquement présent dans le jeu vidéo, ça s'appelle le flow. Quoi. C'est mettre les gens dans le flow, dans cette notion-là de flow. Et ça, c'est quoi? Ça explique un petit peu plus. Le flow, ça vient c'est un terme qui a été inventé par un sociologue dans les années, alors je ne sais plus si c'est 70 ou 80, il n'y avait pas Internet à l'époque. Et sa quête, au départ, c'était de comprendre ce qui rendait les gens heureux. C'était super ambitieux. Quelle que soit la culture, la religion, l'âge, la classe sociale, l'endroit où on vit, le climat, etc. Il a essayé de trouver des invariants à la question du bonheur. Et pour ça, c'était un type qui était dans le côté expérimental. C'est presque au niveau biologique, en fait. Qu'est-ce qui te rend... Oui, voilà, exactement. Voilà, un invariant, oui, voilà. C'est ça, de l'être humain. De toute culture, exactement. De référence à telle religion, tel truc, etc. Et pour ça, il a donné, à l'époque, encore une fois, il n'y avait pas Internet, donc il a donné des espèces de boîtiers, gros boîtiers comme ça, électroniques, et ces boîtiers sonnaient de manière aléatoire pendant le jour ou la journée. Et il avait demandé donc à des volontaires, sur plusieurs continents, dans plusieurs pays, donc chaque fois que ce boîtier sonnait, d'appuyer pour valider qu'ils allaient répondre. Et il y avait un nombre il y avait des chiffres de 1 à 5 ou 7. Mettons que c'était sur 5. Et si je clique 1, je suis vraiment dans un état, je suis stressé ou je suis malheureux, etc. Si je mets 5, je suis heureux. En gros, j'avais 5 niveaux de bonheur, ou en tout cas de joie. Voilà. Et après, il fallait expliquer. Il y avait un mode texte où il fallait expliquer en quelques phrases pourquoi j'avais mis cette note. Et donc, il a, à partir de là, trouvé des trucs assez étonnants, presque contradictoires. C'est que des fois, des gens qui étaient dans une situation parfois qui nous semble être pas liés à la notion de bonheur, ils étaient à 5, quoi. Ils étaient à fond, je veux dire, en train de repeindre leur appart. Et le mec dit, moi, j'ai mis 5 parce que là, depuis 2 heures, je me suis remis à peindre mon appart. C'est un truc qui me fait oublier mes soucis. Et puis, c'est valorisant parce que je vois que ça avance, c'est propre. C'est étonnant. Ou pire, une femme qui dit j'ai appris ce matin que j'avais perdu ma mère. Donc j'ai mis 1 dans les minutes qui ont suivi. Puis après, arrivé une heure après, elle est sur 5. Comment c'est possible? Elle dit parce que tout d'un coup, j'ai pris sur moi et je dois réunir la famille. Donc j'ai appelé mes frères, mes sœurs. Et puis finalement, chacun s'y attendait. Donc... Et le fait d'être dans ce que lui il va appeler plus tard le flow, c'est-à-dire d'être dans une sorte de moment où on a un objectif. Alors après, il a défini ces caractéristiques du flow. Il y en a 7. Et ces caractéristiques, c'est celles qu'on a quand on fait du game design, en gros. C'est comment on fait C'est-à-dire que pour faire un jeu, du coup, vous allez... C'est une théorie qui est très populaire chez les game designers, hein, on est d'accord. Hein, c'est un truc Oui, alors elle n'est pas née, encore une fois, dans le jeu vidéo, mais on s'est rendu compte que les créateurs de jeux vidéo se sont dit, putain, c'est un super outil pour construire un jeu vidéo. Voilà. Parce que c'est ce qu'on cherche à faire, et c'est vrai que quand tu joues, je me souviens de parties de Doom ou de Quake, machin comme ça,
où effectivement, tu vois pas qu'il s'est passé 4 heures. Hmm. Si c'est pas possible, on a joué pendant 4 heures. Voilà, donc c'est une des premières caractéristiques, c'est que tu as une mission ou un objectif à accomplir, qu'il est atteignable, tu sais que tu vas l'atteindre. Il ne faut pas qu'il soit inatteignable, sinon tu abandonnes. Ouais. Donc cet objectif, il est atteignable. Tu es totalement absorbé par cette mission. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu oublies ton ego. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que tu es proche presque d'un sentiment un peu méditatif ou hypnotique. Donc tu es dans une autre... et d'ailleurs, il y a des gens qui ont, par exemple, des grands sportifs ou des grands artistes qui ont cette capacité à se mettre eux-mêmes dans une situation de flow. Ils maîtrisent. Voilà. Le déclic un peu, c'est un état d'esprit, C'est une disposition du corps. Le type qui va escalader pendant 2 heures ou une journée une falaise, il est totalement dans le flow. Il est complètement concentré sur ce qu'il fait. Il sait qu'il va atteindre l'objectif parce qu'il a repéré les lieux où il est déjà fait auparavant, etc. C'est pas inatteignable. Il est dans les 7 caractéristiques. Un chirurgien, moi j'ai discuté avec le père d'une copine, il fait une opération de 7 heures. Et au bout de 7 heures, il regarde sa montre, il a l'impression qu'il s'est passé que 2 heures. Et tous les gens qui jouent aux jeux vidéo ont vécu ça. Tu joues pendant 4-5 heures et tu as l'impression que tu as joué 2 heures. Pareil, la notion du temps disparaît. Une des caractéristiques du flow. Donc quand on analyse ces 7 caractéristiques, les game designers se sont aperçus qu'ils étaient effectivement, que ça collait complètement à la notion de Mihaly, c'est ce fameux chercheur qui a travaillé sur cette notion-là. Alors après, il a oublié la question du bonheur, parce qu'il s'est dit le bonheur, c'est beaucoup plus vaste, c'est un moment beaucoup plus durable. Donc il a appelé ça le flow. Et il a résumé ça dans un énorme bouquin, toute cette étude qui est passionnante, quoi. Et du coup, c'est vrai que utilisant ça, on n'est pas loin de la création de comportements addictifs. Enfin, c'est de la création de comportements addictifs, quand même. Oui. C'est-à-dire, toi, quand... Bien sûr. J'ai vu plusieurs fois, on t'a interrogé sur les jeux vidéo, est-ce que c'est dangereux, machin, etc. Il y a quand même cette dimension d'addiction qui est... Enfin, que tu vois, qui est... oui, parce que tu vas sécréter... Tu peux pas nier qu'il y a une bien sûr. logique d'addiction qui est quand même super puissante. Bien sûr, parce que tu vas créer au niveau du cerveau des mécanismes qui sécrètent... je ne suis pas spécialiste, la mélatonine, processus de récompense, processus qui sont des processus effectivement d'addiction qu'on retrouve dans les applis. Enfin, c'est pas que les jeux. Ouais, et sachant que c'est vrai que de toute façon, même on l'a vu, moi je l'ai vu aussi beaucoup dans le business, il y a une fascination des grandes entreprises pour la gamification des expériences utilisateurs. Et c'est vrai que c'est hyper tricky, c'est-à-dire qu'une fois que tu es emmené dans un jeu et que tu te prends au jeu sans t'en rendre compte, bah, tu n'as pas du tout la même capacité, le même recul par rapport à un achat, un besoin, une marque, un truc comme ça. Donc il y a une volonté de la plupart des marques de créer des expériences maintenant, les trucs, les machins. La difficulté avec ces réseaux sociaux et ces applis, c'est que ça s'applique sur des terrains quand même assez particuliers, qui sont les terrains de l'expression politique, de la formation du consentement, de l'expression d'opinions diverses et variées, d'une certaine vérité journalistique qui peut sortie à tel ou tel moment, et que les plateformes aujourd'hui commencent à censurer les contenus. Toujours dans une logique qui est une logique rationnelle au départ, qui est de dire il y a des contenus qui polarisent, qui focalisent trop et qui créent des distorsions dans, par exemple, des processus électoraux, etc. Bon, ce qui est probable, mais ce qui n'est pas nécessairement super bien démontré, super bien documenté. En tout cas, moi, je n'ai pas vu des trucs ultra documentés là-dessus, mais on sait que, de fait, ça a une influence, mais de la même façon que la télé en a une, que la radio en a une, très importante, etc. Sauf que cette influence, elle est plus subtile aujourd'hui parce qu'elle se fait de manière discrète. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé avec la campagne Trump
Clinton, c'est que les gens n'ont pas vu en fait tout le réseau de contenu qui a été monté par le camp Trump, qui a été très efficace dans la mobilisation de ses électeurs. Bah, c'est surtout parce qu'ils avaient acheté quand même. Enfin, c'est Cambridge Analytica, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, donc Mais c'est bien quand sûr, même, mais si tu veux, mais tu te remets dans les années 80, si un homme politique essaie de faire un coup comme ça, tout le monde va l'entendre parce qu'il va être obligé de passer par la radio, par les journaux, par la télé, et donc c'est sur la place publique. Le débat, il est forcément sur la place publique. Mhm. Là, ce qui est nouveau avec les réseaux sociaux, c'est que tu peux faire une campagne politique dans laquelle tu vas avoir un truc générique, si tu veux, pour passer à la télé, mais des spécificités qui parfois sont contradictoires les unes avec les autres, mais que tu ne vas traiter qu'avec une audience que tu auras bien identifiée de façon digitale, et que tu vas pouvoir t'adresser que à cette audience sans qu'une audience que tu vas toucher par ailleurs ne soit touchée par ce message-là. Et des fois avec des messages qui vont pas nécessairement ensemble, mais donc du coup tu le vois pas, c'est pas sur la place publique, il y a une influence qui se fait de manière beaucoup plus subtile. Et donc du coup, je vais juste pour finir là-dessus, du coup les plateformes aujourd'hui disent il y a le contenu carrément, maintenant on les supprime. Il y a un exemple la semaine dernière avec un article du New York Post, je crois, sur un truc de Biden. Carrément, le truc, tu pouvais plus le poster sur Facebook ni sur Twitter. Si tu avais une erreur, les mecs avaient carrément mis le truc en dur. Bon, ça pose quand même des questions qui sont graves pour la suite, parce que est-ce que c'est une entreprise quelle qu'elle soit qui peut décider de ce que tu dois lire ou pas lire? Comment c'est décidé? Par qui? Qui est-ce qui a le final cut sur un truc comme ça? Est-ce que c'est Zuckerberg chez Facebook qui dit à un moment donné toi, tu as le droit de lire ça, mais ça, tu n'as pas le droit. Ça, c'est nouveau. Voilà, on est dans la phase 2 un peu maintenant de ces plateformes. Et là, ça prend un tour. Quand tu additionnes le côté addictif d'un côté de ces trucs-là et l'utilisation énormissime qu'il y a, enfin massive, comme il n'y a jamais eu de médias auparavant, et la capacité d'une plateforme à dire, en fait, ce contenu, tu peux le lire et ce contenu, tu ne peux pas le lire, tout intérêt de s'interroger quand même sur comment c'est pris ces décisions, quels sont les critères, qui a le final cut, est-ce qu'il y a une possibilité de contradictoire, de débat, est-ce que tu peux faire valoir le fait que si tu as le droit à la parole, si jamais on t'a coupé la parole, et ainsi de suite, qui sont des principes quand même essentiels dans une logique de conversation, sinon on va rentrer dans une logique de conversation de type fasciste, c'est-à-dire que finalement, tu as des mecs qui ont le droit de parler, d'autres qui n'ont pas le droit de parler. Ouais, pour revenir aussi à Cambridge Analytica, c'est que deviennent nos données. C'est-à-dire quand Zuckerberg, dans le film, on voit, il est interrogé et il dit non, on ne vend pas les données. Bon, tout le monde rigole. Tu vois la fille qui a bossé avec lui, elle rigole. Et évidemment que son modèle économique repose sur ces datas. Et donc ces datas, si un groupe politique, même extrémiste, a les moyens de se les acheter, il va les vendre. Oui, bien sûr. Donc après, je voudrais revenir sur ce que tu dis du jeu vidéo et de l'addiction. Je pense que c'est pas uniquement le jeu vidéo. On a vu que c'était des process qui étaient utilisés aujourd'hui dans plein d'applis digitales, mais qui existaient aussi avant dans d'autres domaines. Donc je trouve même que c'est plus dangereux aujourd'hui d'être addict à certains réseaux sociaux et de rentrer dans ces phénomènes de baston dont tu parlais tout à l'heure que de jouer à un jeu vidéo pendant 4 heures, quoi. Enfin, ça a pas de... C'est plutôt cool, le monde du jeu vidéo. Les gens s'entre-déchirent pas comme ils s'entre-déchirent sur les réseaux sociaux, quoi. Non. Mais quand tu fais de QAnon une sorte de jeu vidéo géant, ça n'a pas les mêmes conséquences. Oui, mais c'est pas vraiment un jeu vidéo. C'est des ressorts, effectivement, plus d'ARG. Oui, il n'y a pas un éditeur derrière Non. qui... Non, mais de toute façon, bon... C'est super compliqué, c'est des problèmes super complexes. Tu peux pas... tu peux pas d'un côté contester le fait que comme les autres arts, les jeux vidéo propagent une certaine culture de la violence, même si c'est pas exclusivement le thème des jeux vidéo, parce qu'il y a plein de jeux vidéo qui n'ont rien à voir avec des logiques de violence, mais ça existe bien sûr dans le jeu vidéo. Mais de la même façon que ça existe dans le cinéma, série télé, dans n'importe quel truc de cinéma, dans n'importe quel bouquin. Ça, c'est plus un fait civilisationnel bien sûr. Directement lié à l'outil.
Euh, mais ce qui est plus flippant, c'est la place que prennent des technologies comme ça, assez anodines au départ, comme Twitter, Facebook et compagnie, dans la vie. Bien sûr. Et dans la façon dont ça occupe le temps des gens. Tu vois, c'est-à-dire que finalement... Ça occupe et ça, oui, ça, quelque part, ça hack notre cerveau. Ça, ouais. Et on n'est pas forcément préparé à ça. L'évolution du cinéma, elle s'est faite sur un siècle. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est que mon grand-père ne comprenait pas les flashbacks dans un film. Ah bon ? Non. Comprenait pas, il dit tiens mais elle est pas morte elle, mais il avait pas compris dans la grammaire le flashback. Alors des fois avant dans les vieux films il y avait une sorte de flou là autour de l'image, donc lui il n'avait pas capté qu'il y avait ce flou, donc mais elle est pas morte, ben non ou alors il s'était peut-être endormi devant la télé, mais il comprenait pas les flashbacks. Et nous, on est aujourd'hui capable de voir des séries où il y a même des fois 10 récits entremêlés. Ça devient hyper complexe avec des flashbacks, des flash-forward, des trucs. La série Lost, par exemple, c'était assez étonnant. Et donc, mais il y a un phénomène d'accélération qui fait que quand on voit encore une fois les gens qui ont créé ces outils comme Facebook, Twitter, etc., venir devant des caméras et dire « Waouh, ça nous a échappé ». Et peut-être que notre cerveau n'était pas prêt, peut-être qu'on crée des mécaniques d'addiction qu'on ne soupçonnait pas. Là, c'est effectivement flippant. On se rend compte qu'on est dans un phénomène d'accélération qui fait que ça... Ouais, et puis de concentration du pouvoir, c'est-à-dire que ils investissent tous dans des technologies qui sont clés pour le futur, que ce soit l'intelligence artificielle pour Facebook. Quand tu vois les grandes options stratégiques qui sont à la fois de couvrir la planète d'Internet, d'une part, et d'autre part, d'être un leader dans la création de la première monnaie Bitcoin corporate qui verra le jour. Tu te dis que les plans à long terme de Facebook sont quasiment des trucs du type empire romain, quoi. C'est les mecs qui pensent en mode conquête du monde, mais conquête concrète. Conquête concrète du monde. C'est-à-dire, si tu frappes la monnaie et que c'est toi qui donnes accès à Internet partout, les mecs, c'est Jules César, le mec. Tu vois, tu te dis, mais c'est quoi ces plans de développement? Et tu regardes les trucs de Facebook, de Google, c'est quasiment la même chose. Amazon, pareil. Donc, ils ont tous des énormes investissements dans les infras. À tel point, là, on discutait j'avais un copain, Félix Blanc, là, qui est spécialiste un peu des câbles sous-marins, qui est venu discuter aussi dans le Rapacho. Les types, aujourd'hui, carrément, installent des câbles sous-marins. Tu as Facebook qui est en train de déployer un câble sous-marin entre, je crois, le Brésil et l'Europe, un truc comme ça. Donc, c'est des positions, demain, qui sont hégémoniques, plus puissantes que des États. Et tout ça... parce que nous, on utilise gratuitement ces trucs, sans se rendre compte qu'en réalité, les mecs, finalement, nous vendent. Et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement riches et que ça marche super bien. C'est ça le paradoxe du truc. C'est-à-dire qu'au final, on fait tous un peu notre petite pute, en fait. Tu vois, petite pute pas chère, tu vois, où on se vend. Tu vois, comme ça, on se vend un peu nos petites données pour pouvoir liker des conneries sur Facebook. Et les mecs sont en train de conquérir le monde avec ça, quoi. C'est quand même, quand tu fais ce constat, tu te dis putain, on est mal barré quand même. On est mal barré. Déjà avec toi qui invente des mécaniques de QAnon, merci. Il y a 20 ans. Ouais, après... Et Jules César... après, moi, j'ai une... Là, ça peut paraître un peu vieux con, notre discussion, parce que c'est un peu les anciens combattants qui voient le truc qui a évolué. Mais en même temps, moi, les technologies continuent à me fasciner. C'est-à-dire que tu parlais d'IA, on n'a pas parlé de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Enfin, c'est des trucs qui vont arriver, qui sont absolument fascinants. Et aussi... des belles choses, sans parler uniquement du monde artistique, mais des choses qui sont utiles, des choses qui sont... ces outils-là ont permis aussi de réunir des gens qui étaient isolés,
de faire naître des communautés qui sont... Non, mais bien voilà, sûr. il y a Mais eu là où pl- je suis, il y a tu plein... vois, là où je suis, tu l'as un peu dit tout à l'heure, et je pense que c'est un point qui est essentiel, c'est ces technologies sont tellement nouvelles, tellement puissantes, Mm. et sont arrivées tellement Mm. vite que on n'a pas aujourd'hui recul. le recul, et Mm. notre cerveau Mm. est dépassé Mm. par ces technologies. Mm. Pour ceux qui l'ont pas fait, il faut faire une expérience type Oculus, Mm. ou Bien sûr. le machin là qu'on Mm. avait, HTC. Là vraiment tu captes, alors que tu vois qu'en plus, donc concrètement c'est quoi? C'est masque de réalité virtuelle. Tu te mets un casque complètement noir sur la tête, et on va te projeter des images et du son d'une réalité, ce qu'on veut, quoi. Bon, ça peut être n'importe quoi, et tu vas pouvoir toi te déplacer, c'est-à-dire que ton mouvement de tête est traqué, ce qui fait que tout l'univers dans lequel tu es projeté bouge exactement selon les mouvements de ton cou, mais même d'un quart de millimètre. Mhm. Et là, tu te rends compte, même si tu vois à l'intérieur un décor qui est mal foutu, qui a des pixels, qui a des machins, des trucs, où c'est grossier, c'est super mal fait, bah, t'es quand même niqué, quoi. C'est-à-dire ton cerveau, cerveau, oui. il peut pas dire, c'est pas la Complètement. réalité. Si C'est un tu truc de vis, fou. en fait, tu expérimentes une réalité qui a l'air d'être une réelle, en fait. Ouais, c'est une vraie réalité. Tu l'expérimentes en tierce. sachant qu'elle est complètement virtuelle. Mais tu l'expérimentes dans ton corps. C'est-à-dire que tu peux avoir un phénomène de vertige. Si tout d'un coup, tu es sujet au vertige, tu vas avoir le même... Quand tu mets en haut d'un immeuble... Moi, tu as dû faire aussi tous les trucs qui sont apparus au tout début de la VR, les grands 8. Tu as grand le 8, même effet planche sur je peux comment ça s'appelle là, de frissons, là, de trucs de vide là, tout d'un coup qui te prend au trip, que tu as dans un vrai manège, quoi. C'est ton cerveau, il est là, il est hacké par la technologie. Ouais, complètement. Donc ça veut dire aussi que quand on parlait là de phénomènes d'engagement, d'addiction, d'algorithmes, tu imagines après ce que ça peut effectivement être démultiplié avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, enfin tout ça non, mais, peut être... C'est juste dingue. C'est dingue comme le cerveau est complètement hacké. Ouais, c'est ça. Complètement hacké. Ouais, on était avec un gars, on avait fait un test comme ça, un jeune gars, une vingtaine d'années, animateur de la session qu'on avait avec des gamins à The Camp. Donc tu vois le mec très cool, marrant et tout. 20 ans, la grosse patate, tout ça. Il dit tiens, je peux essayer. Et c'était Google Maps en VR, Street View en VR, tu vois. Et du coup, il met une adresse au Mali, tu vois. Et là, il rigole et tout, il met l'adresse au Mali, tac, il met le casque, et le mec, on voit qu'il est kéblo comme ça, et il reste pendant 1 minute, tu vois qu'il est bloqué, et puis tu vois qu'il y a une espèce de spasme et tout, et il enlève le casque, et le mec, il a pleuré pendant un quart d'heure. Ah oui. Ouais. Il dit, c'est l'adresse de ma grand-mère, et j'y suis pas allé depuis que j'avais 5 ans. Ah oui. Et le mec, ouais, il s'est retrouvé, il s'est retrouvé là-bas, ouais, c'est ça, ouais. presque à l'âge de 5 ans, tu vois, un truc, ça fait un choc, le mec. c'est ça, ouais. Il a halluciné, alors qu'il était en mode un peu, tu vois, il rigolait, il se foutait un peu de la gueule des autres gars, tu vois, avec les manettes et tout ça. Le mec, il était séché, quoi. Mais ça pose ici la question de la réalité. Qu'est-ce que la réalité ? Est-ce qu'on vit nous-mêmes dans une réalité ? Oui, dans un monde réel. Ça pose cette question-là, parce qu'à partir du moment où on est capable, grâce à ces technologies, de t'amener un sentiment d'expérience qui a l'air réel, c'est quoi la vie que tu mènes ? Est-ce qu'à un moment, tu n'es pas toi-même dans une sorte de Ouais, c'est vrai que ça te remet à la radicalité de la perception. C'est ça. Comment la perception construit en réalité le monde, et que juste avec 2 canaux et demi de perception qui sont saturés avec donc la vidéo dans les yeux vraiment en mode très immersif, et le son sur les oreilles, rien qu'avec ça déjà est-ce que ta conscience est dans ton cerveau ? Tu hackes complètement la perception. Est-ce que ta conscience est dans ton cerveau ? Aujourd'hui, des scientifiques sont pas tous d'accord. Non, mais de toute façon, là-dessus, mais depuis toujours, tu as des courants. Si tu veux, toute cette histoire de est-ce qu'on est dans la réalité ou est-ce qu'on est dans une réalité virtuelle, tu peux
Tu remontes à quasiment peu Platon. de choses près, mais quasiment, c'est la querelle idéaliste-réaliste. Tu remontes à Platon et la grotte avec les ombres, enfin, sa métaphore. Oui. Ouais, mais les deux grands mouvements philosophiques. C'est la philo, c'est pas en deux grandes branches, idéaliste et réaliste. C'est exactement cette querelle-là. C'est fou d'ailleurs. Tu te dis que des types, il y a plus de 2000 ans en Grèce, que les mecs aient réfléchi à ces questions-là de manière aussi fine et aussi précise, c'est assez impressionnant. Et qu'on est aujourd'hui capable de l'expérimenter. Et c'est vrai que c'est chaud. C'est vrai que c'est chaud. Et tu te dis, si demain, cette techno, ce qui va probablement être le cas, va passer dans un premier temps probablement sur des lunettes et dans un deuxième temps sur des lentilles de contact qui seront capables et des petits implants tu vois, auditifs pour le son. Tu vois, on va probablement aller vers des trucs comme ça. Hein. C'est le chemin, tu vois, le casque avec un fil, ensuite le Bluetooth, ensuite le truc, ensuite le AirPods qui va être de plus en plus petit, puis bientôt tu iras dans une clinique pour qu'on te foute un AirPod sous-cutané. Quand tu auras ça, qu'est-ce que ça voudra dire le monde réel? C'est ça. Ça devient une vraie... déjà, on peut dire qu'on est déjà des hommes augmentés, puisqu'on voit bien, tu vas dans n'importe quel restaurant, tu vois, les gens, ils ont leur iPhone, moi le premier, on est tous scotchés à nos téléphones, sans parler évidemment des lunettes, des montres connectées. On est déjà c'est pour l'instant extérieur encore, mais c'est effectivement à un moment, ça va se miniaturiser, et puis ça sera comment dire, très naturel de les avoir intériorisés. Comme un pacemaker ou un machin comme ça. Donc, c'est fascinant. C'est parfois un peu flippant. C'est flippant c'est surtout flippant, moi je trouve, par rapport à la capacité ou pas de faire un choix. Parce que ça va être quoi la capacité de choisir ou pas cette technologie. Si demain, tu as des yeux bioniques tu vois, qui te permettent de voir, j'en sais rien, les trucs la nuit, les machins, une vision qui est carrément augmentée, qui est super fiable, tu vois, bon. Est-ce que tu vas avoir le choix de ne pas prendre cette technologie ou deuxième paradigme, est-ce que les technologies vont pas aussi se spécialiser pour des marchés de niche extrêmement riches aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est que, bien sûr, entre ceux qui ont accès à la technologie et ceux qui n'ont pas accès, et ceux qui ont accès, dans quelle mesure tu peux faire un choix? Parce que si tu as accès, tu choisiras un œil bionique. Pourquoi tu garderais un œil bien sûr, et on voit effectivement, à travers ce que tu dis, une des critiques qu'on fait au transhumanisme effectivement de scinder la société entre une sorte de surêtre qui va avoir les moyens de se payer ses technos, qui va avoir les moyens de payer ses technos pour rendre ses enfants plus intelligents, faire partie d'une élite, etc. etc. Donc là, on est dans un monde, c'est le meilleur des mondes de Huxley, quoi. C'est vraiment des questions complexes. Voilà, donc après... Ouais, non mais... D'habitude, tu rebondis, là, je suis mal à l'aise. Non, parce que je t'écoute. J'écoute ta réponse, tu vois, je pose une question, je me dis, bon... Tu vois, c'était quoi la question? Je me dis, tu vois, bon, j'ai un gars, tu vois, qui tient la route dans le Rapachos, tu vois, je vais lui poser des questions. J'ai pas toutes les réponses. Non, mais carrément, mais de toute façon, c'est irrépondable presque, comme truc. Mais ce qui est curieux, c'est que... le débat est pas très présent en fait. On s'écharpe beaucoup sur des trucs, des trucs que tu vois en boucle. Parce qu'on est dedans. On n'a pas le recul. Sur CNews, sur BFM, ok, mais ça c'est quand même une question qui est majeure. Pour la Bien suite. sûr. Tu vois, cette transition. Il y a plein de questions qui sont majeures, qui vont transformer les relations. On parlait entre des classes sociales. Ça peut être aussi. On n'a pas parlé, on pourrait en parler, je sais pas, de l'utérus artificiel qui va quand même fondamentalement changer peut-être les rapports hommes-femmes. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent arriver dans un monde assez... c'est pas dans 2 siècles, c'est peut-être dans les 20 ou 30 prochaines années. Ouais, mais t'imagines la rupture civilisationnelle. Encore une fois, est-ce que notre cerveau est préparé à l'utérus artificiel
Ça fait quoi comme genre de bonhomme, ça? Ouais, Sans, tu vois, sans le vécu bien sûr. de la Ouais, personne voilà. qui porte l'enfant. Hmm. Sans, tu vois, Non, mais c'est toute des cette, questions. tu vois, toute cette connaissance, en fait, qui se fabrique, tu vois, entre la Est-ce que tu en mère, entends parler de l'enfant, ces etc. questions-là? Tu as raison. Non, on parle pas de ces questions qui sont fondamentales. Ouais. Euh, Parce qu'on est dedans. En fait, on n'a pas le recul, on est dedans. Enfin, les gens qui sont sur Facebook, est-ce qu'ils vont parler c'est un peu vertigineux de parler des problématiques de Facebook sur Facebook. Enfin, ça devient un peu Oui, oui, comment puis on de toute dit, façon, c'est toujours un peu schizophrène, quoi. ouais, schizophrène et des fois un peu ridicule. Les mecs qui quittent Facebook et qui postent un truc 3 jours après, on dénoncera pas. On Oui, mais dénoncera on voit. pas, mais ouais, Voilà, voilà. on voit bien que Bravo. Bien il y a joué. une tentative, mais on résiste pas au bout de 3 jours. Mm. C'est quand même. Parce qu'il y a une belle photo de Marseille la nuit, Voilà, ouais. une photo de mer. Ceux qui ont vu cette photo Si tu nous sur- écoutes, sur Facebook, d'un type qui a fait une Ça grande part- déclaration de Ouais. je quitte Facebook. mais j'en ai vu plein, moi, comme ça. Ouais. Des gens qui disent grande déclaration, je quitte Facebook. Puis Et 3 je mois pense qu'il va le après, faire, mais bon, il est. 3 mois ouais. après, ils revenaient, un peu la queue entre les jambes. Salut, Salut. je suis de Ça va retour. Puis Ouais. et voilà. Ouais. Ouais, c'est pas simple. Non, mais bon, quitter Facebook, ça va être bientôt possible, hein, parce que tu as vu le truc que je t'ai envoyé hier. Hein. On attend une alternative. Il y avait eu même Google lui-même. Comment c'était ce réseau social où il y avait personne, quoi. Ils avaient créé pourtant que des moyens Plus. considérables. Ouais, voilà. Et en fait, ça a pas pris, alors Non. que ça aurait pu. Tu te Alors dis. qu'ils avaient tout, les ouais, utilisateurs, ouais. le truc. C'est Oui, fou, hein, c'est que quand même, pas c'est trouvé la quand même recette, dingue. hein. Ouais, c'est quand même dingue. C'est vrai qu'ils ont Parce mis des que, moyens dans son truc. Parce Ouais. que t'arrivais, il y avait personne. C'est ça Ouais, surtout. ouais. Il y avait pas. Donc ça faisait le phénomène boîte de nuit vide, quoi. Ouais, ou les trucs qui se sont vidés, c'est-à-dire Oui. MySpace, Hum, c'était le truc de ouf, ultra hype et tout. Ouais. Et ça s'est vidé en quoi? En 6 mois, le Hum, truc? hum. En 6 mois, c'était un truc. Et Ouais, c'est fou, ouais. Ouais. C'est vrai qu'on a vu des. Et ça, Rico en parle très bien, encore une fois, dans son livre The Game, qui est vraiment. Ouais, ben ça, il Vraiment faut lire, bien pour je l'ai pas lu, comprendre, ouais. je le Mm. lirai, je te dirai. Hum. Non, mais c'est clair, hein, c'est un truc, on travaille dessus avec un copain, là, je t'ai envoyé un petit Mhm. truc, t'as vu ou pas? Ouais, alors j'ai regardé très vite. T'en fous. Non, tu me l'as Ouais. envoyé juste 1 heure avant le show. Mais Donc, non, je t'ai envoyé hier soir. ouais, mais pour moi, hier soir, je suis pas connecté en permanence, tu vois, je prends Bien du recul, sûr. je médite, N'importe je fais de la quoi. marche dans les calanques, Sur ton balcon. Ouais. et donc du coup, j'ai vu qu'il y avait plein de questions qu'on te posait au début, qui avaient l'air assez intelligentes, bon, en anglais, Ouais. tu vois, déjà les Ouais. mecs, ils te parlent en anglais, waouh, Ah, ils bah ont ouais. une vision mondiale, Ouais, ça y est, c'est le worldwide. nouveau Worldwide. Google. Et ce que j'ai vu, c'était que déjà, il fallait pas mal réfléchir avant de répondre aux questions. Enfin, j'ai Ah vu, ouais. wow, ouais, Ouais. c'était... Non, à mon avis, c'est trop. Ouais. C'est un peu Ouais, compliqué, les questions. hein. peut-être. Je suis d'accord. Ouais. Mais non, je trouve ça louable de vouloir... et ça peut marcher, parce qu'il y a tellement en ce moment de débats Louable, c'est pas méga encourageant. hein. C'est-à-dire, c'est. Ouais, ton truc de merde. Bon. Non, c'est louable Ouais. dans le sens Ok. que Merci, tu te dis Google, il a tenté de le faire, il n'y Merci est pas de me arrivé. soutenir. Donc Antoine Meunier, dans le 13010, non, c'est quoi là c'est 013, mon 0, pote, 13 Cartier-Nord, 013, 213. Ça peut Ouais. peut-être te porter chance Ah, pour ouais. ton réseau social. Moi, je l'appellerais Ouais. 1313. tu vois, 13-13. Un truc. Pas mal. Hein pas Comment mal. tu vas l'appeler d'ailleurs, ton nouveau réseau social? Ben non, mais moi, en fait, je suis pas. C'est pas le mien du tout. Enfin, oui, Je travaille oui. avec c'est un copain qui a lancé ça. Ouais. Et je lui file des petits Ouais, coups de main sur la C'est chouette. réflexion Mhm. stratégique. Ouais. L'idée, si tu veux, c'est ça s'appelle Republic et c'est d'essayer de construire une alternative aux réseaux sociaux d'une manière générale Mhm. en disant grosso modo ça polarise à mort les gens. Les mecs se font un fric dingue sur notre dos. Tu vois, ils font des milliards les mecs juste sur notre dos. Ça rend pas un service extraordinaire à la société et ça crée des vrais problèmes d'addiction ou de cyberharcèlement, de machin, etc. Et donc d'essayer d'offrir une alternative à ça. Bon, mais sauf que c'est hyper compliqué. Et l'idée,
C'est de dire, pour faire une alternative qui fonctionne sur ce truc-là, il faut être capable, en fait, de fédérer une communauté d'utilisateurs et de construire ce réseau social avec les utilisateurs. Et en poussant le principe jusqu'au bout, qui est de dire, à partir du moment où le truc est construit avec les utilisateurs, au fur et à mesure de la construction du truc, au départ, tu as les fondateurs qui ont l'intégralité du capital, et le capital est fondant, et il va se diluer, si tu veux, dans la communauté. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'au bout de 10 ans... Donc vous créez une monnaie virtuelle pour faire ça ? Ouais, il y a une logique de monnaie virtuelle et tout ça, mais c'est qu'au bout de 10 ans, grosso modo, si le truc a fonctionné comme un Facebook, et du coup, si tu veux, c'est les 1 milliard ou les 500 millions d'utilisateurs qui sont propriétaires du truc. Et qui, du coup, quand ils vont devoir se poser la question de quel contenu peut rester sur ce truc-là, etc., du coup, tu peux organiser une démocratie qui va, tu vois, prendre des décisions qui sont beaucoup plus claires que des décisions de Facebook ou autres. Et tu vas pouvoir, si tu veux, créer un débat avec les différents utilisateurs qui vont avoir des positions différentes et tout ça, mais qui vont organiser une sorte de conversation en disant ça, on peut laisser pour telle raison, ça, par contre, ça n'a pas sa place pour telle raison. Et que le mec qui est victime de ça, ou qui se prend, tu vois, un truc, lui-même ait des recours, puisse faire des recours, puisse expliquer, éventuellement s'amender, c'est rien, et que tu aies des sanctions qui soient des sanctions, à mon avis, sur des trucs comme ça. Il ne faut pas faire des sanctions à vie ou des trucs. Il faut que la sanction, ça soit, par exemple, si tu n'as pas respecté la règle du réseau social, machin, etc., un contenu trop dégueulasse ou j'en sais rien, tu es banni 1 mois. Et si tu reviens, si tu recommences au bout de 5 minutes, tu es rebanni 1 mois. Et c'est tout. Mais au bout d'un mois, tu peux revenir. C'est bien. Et comme ça, si tu veux, tu n'as pas des phénomènes d'exclusion. Les mecs, ils sont bannis à vie. Tu as un mec, il a mis, je sais pas quoi, Dude, un transsexuel. En répondant à un transsexuel, il a dit « Ok, Dude ». Comme Dude, ça insinue que le mec, en fait, est un mec et non pas une femme, puisque c'était un mec il l'a fait presque il l'a automatique. Oui, il l'a fait. Ok, Dude, c'est une expression, tu vois. Mais il est banni à vie, comment ça ? Banni à vie, par Twitter. Parce que il a... il peut pas se recréer un compte, un fake compte. Si, ok, mais le mec, il avait je sais pas combien de followers, une communauté, un machin, un truc. Tu repars à zéro, si tu veux. C'est fou. Et il a dit, ok, Dude a un transsexuel homme qui s'est fait femme. Bon, sauf que le mec, en plus, le mec, ça reste un homme. Donc, en plus, faut pas déconner, tu vois. Enfin, c'est ça qui est fou. Et le mec, il est banni à vie. Juste à cause de ça. Ouais. Parce qu'il y a un certain nombre d'utilisateurs qui ont estimé que c'était transphobe, ce et que du coup, il s'est pris toute une communauté transphobe sur le dos qui a fait que le mec, Twitter étant super démocrate, machin, etc. Enfin bon, les mecs, ils l'ont banni, quoi. Mais pourquoi lui et pas un autre ? C'est ça qui est, si tu veux, et t'as des mecs, des terroristes, si tu veux, qui posent des photos de décapitation. Faut quand même pas déconner. C'est-à-dire que ils prennent des positions morales sur des trucs, si tu veux, qui sont exploités politiquement aux États-Unis. En plus, ça concerne pas le reste du monde. C'est des situations politiques en général américaines. Ils prennent des positions morales là-dessus. Et à côté de ça, si tu veux, tu sais très bien qu'il y a des trucs de prostitution, de trafic en tout genre, etc., de trucs de décapitation, de conneries sur Twitter. Il y a des centaines de milliers. Mais de toute façon, c'est Internet, ça, je veux dire. Donc, à un moment, se mettre dans des logiques de censure, si c'est pas les utilisateurs eux-mêmes qui ont ce levier-là, je pense que c'est dangereux. Non, mais c'est très louable de vouloir créer des alternatives. Merci. Non, mais non, je suivrai ça avec beaucoup d'intérêt parce que... Quel gros faux cul. Parce que c'est une alternative. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autres alternatives. Twitter, Facebook... Mais du coup, si tu veux, sur la stratégie de ce truc, moi, je suis beaucoup plus en faveur, pour que ça fonctionne, d'une stratégie, évidemment pas du tout dans les contenus, mais dans la mécanique un peu ARG, justement. C'est-à-dire que je pense, c'est ce dont j'essaie de convaincre mon pote, c'est que plutôt d'être dans une stratégie classique où tu lances une première version, tu lèves un peu d'argent pour développer le truc, etc., où tu as, à mon avis, toutes les chances de te planter, parce que lutter avec des UI et des UX de Facebook, de Twitter, de TikTok, mais c'est pour ça que exactement. Super dur. Et du coup, je cherche, mais j'ai pas trouvé encore. Ce que je disais à Étienne, c'est il faudrait plutôt peut-être commencer par une sorte de mécanique de jeu, même si elle est très simple, et où tu rentres, tu crées un code, un identifiant, et tu es embarqué dans un jeu, même s'il est très simple et très lent. Et parce que si on n'a pas le temps de le développer, mais que tu prends une première question qui dure 1 semaine, et après pendant 15 jours, tu as un deuxième step.
tu vois, un troisième, un quatrième, etc. Et de faire rentrer les gens en fait, de les faire créer communauté en même temps que on gamifie la création du réseau social ensemble. Tu vois. Mais c'est une question que je me pose beaucoup depuis quelque temps, c'est de se dire, est-ce que ces mécaniques qui sont, on parlait de Q au début, qui sont intégrées et utilisées par des groupes souvent extrémistes, est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser pour défendre d'autres causes ? C'est une question intéressante, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit finalement de créer des fake news, des fake news qui vont plutôt dans notre sens. Bien sûr, tout le monde le fait. Donc c'est ce que j'allais dire, c'est quoi une fake news ? Voilà, aux États-Unis, les démocrates, je ne gêne pas aussi, tu parlais, je t'en parlais tout à l'heure, où c'était une autre discussion qu'on avait eue, pour bannir certains postes qui étaient défavorables à Biden. Voilà. Bon. Mais je me dis, est-ce qu'on ne peut pas utiliser aussi le jeu vidéo pour défendre des causes politiques ou des causes qui nous touchent en ce moment ? Tu reviens à ce bouquin que tu n'as toujours pas lu, je crois. C'est le bouquin de Suarez où je vous ai bassiné avec ce bouquin. Oui, qui s'appelait Demon et Freedom. Voilà. C'est ça. J'ai emmerdé tout le monde avec ce bouquin. Et c'est juste de ouf. C'est exactement ça, ce truc. C'est-à-dire... Tu l'as lu finalement ou pas ? Sincèrement, il est difficile à lire ce bouquin. Je ne suis pas rentré dedans, quoi. Ah, putain. Non, c'était dur. Tu l'as en français ou en anglais ? En français. Oui. Non, mais Antoine, il lit des trucs imbitables en anglais déjà. Tu vois le niveau. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est, il faut passer les 50 premières pages. Les 200. Les 200 premières. Le bouquin, déjà, il est gros comme ça. Bon, je vais essayer de m'y remettre un jour. Non, mais en gros, c'est un truc de ouf. Le pitch, c'est quoi ? Il y a un mec qui crée le plus populaire jeu vidéo du monde. Ouais. Le mec, il sait qu'il est condamné. Donc ça, c'est un peu spoiler, mais bon, on s'en fout parce que c'est 20 premières pages. Il fabrique ce jeu vidéo. C'est une sorte de Steve Jobs du truc. Et en gros, le mec, il a mis en place une mécanique automatique à partir de son jeu vidéo qui fait qu'à partir du moment où il meurt, son petit algorithme analyse en permanence Internet et voit qu'il y a des dépêches comme quoi ce mec-là est mort. Et ça déclenche un level 2 de son jeu vidéo qui est juste de ouf. Et ensuite se crée une espèce de communauté autour de ce jeu vidéo qui va arbitrer la question de la civilisation du futur. Capitaliste ou pas capitaliste. Voilà. Il y a une espèce de truc. Et donc c'est ultra simpliste comme pitch. C'est un bouquin américain, donc c'est écrit au revolver, si tu veux. C'est pas un truc, tu vois, c'est pas du Proust ou des machins comme ça. Mais c'est ultra efficace et c'est un peu vieilli parce que les technos ont un peu évolué entre temps. Mais franchement, c'est un truc de ouf. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut pas utiliser, par exemple, le jeu vidéo, qui est encore une fois l'art de notre époque, pour défendre des causes qui sont des causes importantes de notre époque ? Et par exemple, on est parti avec quelqu'un que tu connais, qui s'appelle Jean-Noël Portugal, un ami, sur l'idée, par exemple, de développer un jeu qu'on a intitulé provisoirement ou pas Second Future. C'est ce qu'on discutait pendant le confinement. Voilà, exactement. Tu te souviens de cette première discussion qu'on a eue à partir de... On s'est dit, comment on pourrait engager des gens, non pas à venir faire des énièmes conférences, des séminaires, des trucs, du blabla, on va changer le monde, mais vraiment essayer... Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est réunir... c'est commencer à produire des choses qui ont un effet sur les gens qui l'utilisent, au sens où ça peut être un effet déjà pédagogique pour les climato-sceptiques, voire de transmettre des infos qui sont importantes. Ensuite, c'est de réunir des experts de différents domaines, parce que ce qu'on souffre beaucoup aujourd'hui, c'est de l'hyper-spécialisation des universitaires, des chercheurs dans des domaines séparés. Et on voit bien qu'à un moment, il faut qu'ils bossent ensemble. Notamment les économistes, qui sont dans des modèles
qui refusent, c'est pas qui refusent, c'est qu'ils font abstraction des problèmes souvent liés à la biodiversité ou aux ressources naturelles, etc., comme si elles étaient infinies et qu'elles coûtaient rien. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui quand même des économistes, dont Gaël Giraud, qu'on suit tous les deux, qui sont des gens qui commencent à réfléchir autrement en disant non, là on va dans le mur si on raisonne comme ça. Aujourd'hui on voit bien que les ressources ne sont pas infinies, notre monde est fini, qu'en plus il y a un truc qui nous arrive gros comme une maison, qui est le changement climatique, qui va quand même avoir des conséquences considérables. Et donc comment on pourrait créer un jeu qui permette à ces gens, chercheurs, économistes, des spécialistes du climat, de la biodiversité, des problèmes d'eau, etc., à travailler ensemble, à échanger leurs données et à commencer à les modéliser à travers un système, une intelligence artificielle qui va prendre ces données et permettre de les rendre digestes et surtout de les rendre visibles à échéance de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est-à-dire que tu peux imaginer un jeu où tu vas faire des choix. Tu démarres aujourd'hui, tu joues une première session aujourd'hui, et une journée va être une année. Et donc dans 50 ans, dans 50 jours ou dans 30 jours, tu vas voir, si tu joues sur 30 jours, tu vas voir toutes les conséquences cumulées de tes choix quotidiens sur le monde dans un mois. Comment sur tes choix quotidiens, c'est-à-dire ça descend jusqu'où, si tu prends un exemple par exemple? Dans la vision idéale de ce jeu-là, qui est hyper ambitieux, etc., c'est de faire une sorte de civilisation de la transformation, c'est de faire une civilisation où en fait tu vas faire des choix. Civilisation, tu veux dire le jeu civilisation. Oui, le jeu civilisation, mais tu vas sur notre époque, avec des données de notre époque, où tu vas incarner un ou plusieurs personnages. Ces personnages, ils vont être amenés, ça va te prendre peut-être une demi-heure par jour, 1 heure maximum. Une sorte de SimCity un peu. Voilà. Ouais. Où tu vas faire des choix. Tes personnages vont faire des choix. Est-ce que je vais continuer si par exemple tu incarnes un agriculteur, est-ce que je continue à faire de l'agriculture intensive ou est-ce que je me mets à une autre forme d'agriculture? Si je suis pêcheur, pareil. Si je travaille chez Total, je suis un cadre. Est-ce que je continue? Le jeu, tu vas faire tes paramètres en disant voilà, moi je suis par exemple, mon boulot c'est ça. J'ai une voiture comme ci, une maison comme ça. C'est ça, en gros, 3 enfants. Voilà, tu vas en fait paramétrer ton profil par rapport à les réalités de ta vie quotidienne. Exactement. Ça. Et après, c'est un jeu qui peut être communautaire où à un moment, les gens vont être dans des régions, parce que tu vas avoir une vision de la Terre, donc tu peux être dans un état d'esprit de communauté, de pays, où les gens vont se regrouper, vont faire des choix locaux. Donc là, il peut y avoir aussi des choix à un moment politiques, géostratégiques. Enfin, tu vois, tu peux aller jusqu'à un truc qui est hyper ambitieux. Je sais bien que c'est un truc mais qui peut montrer comment le monde peut évoluer avec tous ces choix accumulés. Et surtout, je trouve que ce qui est intéressant dans ce type de jeu, c'est que tu vas avoir des runs avec des sessions. Hein, on démarre, mais demain, il y a un autre groupe qui démarre. Et que tout ça soit, comment dire, que le moteur du jeu permet d'enregistrer des récits qui vont émerger. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a un truc qui peut sortir. Ah, tu veux dire des hypothèses. Des hypothèses, voilà, auxquelles aucun chercheur dans son coin n'a pu réfléchir. Et qui vont sortir, et on se dit, putain, il y a eu un truc. Il y a une piste. Ouais. Alors, au bout de 20 ans, il s'est passé un phénomène que personne n'avait pu prévoir. Et tout d'un coup, ce phénomène a créé un truc qui est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on peut voir naître des hypothèses, non pas de dystopie, de trucs, des cataclysmes, etc. L'idée, c'est vraiment de faire un jeu, au contraire, qui soit un jeu de solutions. C'est-à-dire qu'en fait, les gens essayent de trouver des solutions. Quand tu dis ils vont faire des choix, évidemment, tous les gens qu'on va engager sur ce jeu-là vont être quand même, au départ, des gens qui veulent trouver des solutions, qui vont se dire comment je peux faire. Mais en les mettant aussi devant les dilemmes. Même pas. C'est-à-dire que déjà, au moins, sans vouloir trouver des solutions, au moins déjà vouloir voir, se rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, tous ces trucs, on te dit le machin,
le réchauffement, etc. Mais putain, mais ça veut dire quoi, Oui, concrètement, exactement. tu vois, ça veut dire quoi? Voilà. Est-ce que je supprime tout, ma voiture, mon frigo, mon machin, mon truc, parce que là, le problème est réglé, ou mais tu vois, jusqu'où ça va, comment ça va, Et c'est ce qu'il y a surtout d'autre dans ma vie qui fait que... c'est surtout les mettre devant des dilemmes qu'on a tous à un moment dans sa vie, entre le fait de faire... Alors, tu as des ressources de CO2 à gérer par an, tu as le droit à pas plus, je sais plus quelles sont les normes X tonnes de je sais pas combien. du protocole de Paris. On est presque 10 fois au-dessus aujourd'hui en France. Et donc, comment on fait pour réduire? Donc, putain, il faut que je change. Faut plus que je prenne ma voiture. Faut que je fasse des choix. Je prends l'avion une fois par an, etc. Donc, il faut que les gens se rendent compte aussi du dilemme que c'est d'accepter de changer, en fait. Et pour ça, donc de faire des process de simulation où les gens voient aussi, à un moment, des solutions émerger, puisque si on change et puis qu'on voit que t'as des concepts émergents auxquels on n'a pas pensé, mais qui émergent parce qu'il y a cet effet de simulation avec des données. Par contre, il faut des experts. Il faut un truc qui alimente en data quand même de fou. Voilà, il faut des experts. Mais en gros, ce que tu essaies de dire, c'est gamifier le club de Rome, quoi. Enfin, Exactement. Rapport Midos. C'est ça. C'est se dire aujourd'hui, il y a plein d'initiatives, il y a plein d'assauts, il y a plein de gens qui réfléchissent, qui ont envie de changer des choses. On l'a vu, nous, on a vu pas mal de gens à The Camp autour de ces questions-là. Et à un moment, est-ce qu'on ne peut pas utiliser un média pour raconter, non pas simplement raconter, mais expérimenter? C'est la force aussi du jeu vidéo. Je suis dans une histoire dont je suis moi-même le héros, l'un des héros. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce média pour résoudre un des problèmes qu'on a aujourd'hui, un des plus grands problèmes de notre époque? Il faut le média adapté à notre époque. En gros, c'est ça. Et il faut arriver à réunir, pour créer ce média, qui serait donc un jeu, réunir des experts, mais aussi des créateurs, des gens qui sont capables de développer ce jeu, de développer cette IA, de connecter toutes ces données, d'en faire à l'arrivée une expérience fun, simple pour l'utilisateur. Et donc, c'est réunir tous ces gens-là pour essayer de non pas simplement dire ou faire de la théorie, mais expérimenter à travers la simulation ce que peut être le monde de demain. Ouais, c'est top, c'est marrant. Ça me fait penser, juste par rapport à nous, ce qu'on fait avec Republic, on a imaginé que un des jeux, pour commencer, une petite gamification, serait d'avoir en fait une appli sur ton téléphone et sur ton ordinateur qui te montre tous les échanges de données qui ont lieu entre ta machine et des serveurs. En te disant, voilà, ça c'est... 20% de votre trafic est parti chez Facebook pour analyser votre machin truc. 12% du truc va chez Google qui récupère tel type de données, tel machin, tel truc. Comment vous faites ça? Avec un sniffer de trafic, des trucs, si tu veux, que tu ouvres, tu vois, qui te disent en fait toutes les connexions qu'il y a entre ta machine et ton modem et Internet derrière. Donc, tu as les adresses IP et tout ça. Et essayer de remonter ça sous forme... Parce que là, si tu veux, c'est imbitable. Tu l'ouvres, sous forme d'infographie, 20 000 lignes de code tout de suite. Si tu veux. De voir tout de suite un... D'ailleurs, c'est impressionnant parce que quand tu ouvres un navigateur avec ce truc-là, d'un seul coup, tu as 5000 connexions qui ont été effectuées. Tu vois, ça t'a créé déjà 5000 connexions. C'est fou. Je sais pas pourquoi. Donc, dedans, il y a sûrement 4900 qui sont tout à fait justifiés techniquement. Mais peut-être les 100, par contre, qui sont purement marketing, où on peut aller chercher derrière, qui a une adresse IP qui correspond à trait de doubleur, double-clic, Facebook, j'en sais rien, je sais pas qui. Du coup, ça donne une info, tu vois, intéressante. Et on pensait commencer par ce côté-là. Mais c'est vrai que là, dans ton approche, ce que je trouve super intéressant, et c'est ce qui m'avait fait marrer quand on en avait parlé au mois de mars, c'est de donner la possibilité de très concrètement se rendre compte de son impact et de voir très concrètement, de manière accélérée, en 20 ans ou 30 ans, ce que ça peut donner. C'est ça. Et tu peux créer, si on rêve un truc complètement fou, avec des moyens qu'on a aujourd'hui, de créer des cinématiques, des choses qui permettraient de raconter aussi des récits émergents, comme tu dis,
mais avec toute la force de ce type de média, c'est-à-dire que tu crées de l'empathie pour des personnages qui, tu vois, tu as des personnages aujourd'hui auxquels tu peux t'identifier, qui ont des enfants, et puis tu vois leurs enfants, donc tes petits-enfants, et tout d'un coup, et tu vois ce qu'ils vivent, quoi. Et tout d'un coup, tu te dis, ah ouais, merde, waouh, j'ai envie de revenir en arrière. Donc je peux rejouer une autre partie. Une sorte de loop sur notre époque, quoi. De truc qui permet d'avoir une vue beaucoup plus profonde des conséquences de nos actes. Parce qu'on est 7 milliards ou je sais pas combien, et que quand tu as 7 milliards de gars, c'est sûr que si tout le monde prend sa bagnole pour faire X kilomètres tous les jours, le truc tient pas. Donc là, ça permet de se rendre compte concrètement de ça, quoi. Ouais, c'est aussi, même si évidemment... Et je pense que c'est bien en plus, parce que c'est super flippant, ces trucs. Oui. Aujourd'hui, les discours qu'il y a, c'est des discours qui sont très culpabilisants, très flippants, mais où tu n'as jamais vraiment de discours qui vont te dire, voilà une solution, par exemple. Quoi, dire, oui, c'est ça. Faut trier, faut faire je sais pas quoi, mais tu as 2 solutions et demie. Exactement. Et alors que là... C'est arrivé aussi, comme on est dans un univers, un monde extrêmement complexe, c'est arrivé grâce à des algorithmes, grâce à une IA, et toutes les données qu'on pourra récolter, c'est en faire un truc qui tout d'un coup devient compréhensible, encore une fois, par notre petit cerveau, quoi. Tout d'un coup, ah ouais. Et même pour des experts qui aujourd'hui ont du mal à se connecter avec d'autres domaines. Enfin, on voit bien que tout est interconnecté, que l'économie, elle est connectée aux ressources, l'emploi est connecté, tous ces trucs-là sont interconnectés. Donc ça fait que c'est hyper complexe de trouver des solutions qui, à long terme, sont viables et désirables, quoi. On se dit, waouh. Donc là, on peut essayer de faire émerger des choses. C'est presque un jeu expérimental, dans un sens, mais avec les moyens, idéalement, d'un AAA. Voilà, c'est pour que ça puisse impacter énormément de gens et pour qu'on puisse avoir des récits de malades, quoi, qui sortent. Et vous en êtes où dans le projet, alors ? Eh bien, on a communiqué à la fin du confinement. On a juste Jean-Noël pardon, qui travaille avec moi sur ce projet, a écrit un article où il a cité ce projet. Et dans cet article, on nommait justement quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, qui s'appelle Gaël Giraud, qui est un économiste justement un peu alternatif et qui vient pourtant du monde, c'est justement parce qu'il vient de ce monde-là, il vient du monde de la finance, il sait comment ça fonctionne, etc. On l'avait cité dans l'article et du coup, il a repris la balle au bon. Il nous a dit qu'il était prêt à nous aider, à nous donner, d'ailleurs, il travaille lui-même sur pas un jeu, mais un concept, une plateforme en fait de données, de simulation de données, etc. Donc il était ouvert à nous aider. On a, du coup, moi comme je l'ai republié sur Facebook, LinkedIn, etc., il y a des gens qui m'ont contacté dans le jeu vidéo, qui m'ont dit ça a l'air cool, est-ce qu'on peut en parler, etc. Et puis après, on a été un peu absorbé à la fin du confinement par notre vie qui a repris, notre boulot, etc. Donc du coup, c'est un projet qui est encore en gestation, mais qu'on aimerait faire émerger. Alors évidemment, pas à pas. Mais donc du coup, là, c'est la phase vraiment initiale. Il n'y a pas eu déjà de... Non, il n'y a pas eu. C'est juste de petit prototypage. Voilà, c'est juste un pré-concept. Et qui permet de... Évidemment, on ne peut pas le faire seul, donc ça permet à partir de ce concept, on espère pouvoir réunir quelques personnes et peut-être quelques fonds qui permettront de démarrer un premier prototypage. Peut-être que ça se fera au sein de la Hive, si elle continue sous une autre forme. Ah ouais, pourquoi pas, oui, effectivement, ça peut être un... Peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est la Hive. Ouais, on va expliquer. Enfin, tu vas expliquer. Expliquer. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai que ça pourrait être tout à fait le genre de... On va peut-être pas parler... On a parlé quoi, 2 heures d'ailleurs, non ? Ouais, presque à 2 heures. Écoute, ah ouais. Bon, non, c'était assez... Non, mais il faut introduire, c'est une introduction, parce qu'on a tellement de sujets à voir. On en parlera une autre fois de la Hive. Mais on a plein de sujets à voir avec toi, donc, parce qu'il y a toute cette...
il y a toute cette aventure aussi qui nous emmène pas très loin de l'île de Pâques. Donc c'est un gros morceau. Euh, Oui, on fera un show spécial en fait. Ah bah non, mais Ça va obligé. être le vrai rapacho quoi. Ouais. Parce que celui-là, il Non, mais est. t'as le rapacho exotérique et t'as le rapacho ésotérique. T'as les deux faces d'une même pièce. Ouais. Donc ça fera l'objet d'un truc spécial. Et puis il y a énormément de sujets sur évidemment tout ça, les Internet, les jeux vidéo. J'aimerais bien qu'on reparle aussi un peu de In Memoriam et tout ça, de tout ce que ça a inventé, même ça a parlé un peu là déjà. Mais ouais, donc les sujets manquent pas. Donc non, écoute, c'est une bonne. Moi, je suis content de cette première conversation. Je trouve que c'est cool. C'est assez cohérent, moins décousu que la première peut-être. Non, ben il faut roder un peu le truc. Non, Ouais, mais, voilà. Ouais. Bon, j'espère qu'on n'a pas été trop. Non, mais déjà avant, si tu veux, le problème c'est que j'étais méga stressé par les problèmes techniques. Tu vois, j'étais vraiment. Il manquait, tu vois, une journée de préparation, de test en fait. Bon, et sauf que si tu veux les tests, tu les fais, mais tant que t'as pas fait 3 heures ou 2 heures de discussion avec un gars, c'est pas un vrai test parce que c'est là où tu t'aperçois que les trucs se mettent à déconner. Les trucs qui marchent pendant 5 minutes, ok, puis après, c'est pas pareil. Bon, donc, bon, là, c'est bon. Donc, c'est déjà une belle étape de franchie. Et il y en a plein d'autres. Voilà, moi, je suis impatient des prochaines discussions. Bah écoute, volontiers. Hein. Merci beaucoup, Eric. Je t'en prie. Et puis à bientôt pour la suite alors des aventures.